Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo, bienvenue dans un nouveau numéro de Minokan avec moi, Mambo Rosmi Paradis, toujours fidèle au poste pour vous servir. Ce soir, une nouvelle émission, un nouvel invité, un nouveau thème pour votre plus grand plaisir. Je vous remercie tout d'abord d'être toujours aussi nombreux à regarder Minokan. Merci d'être présents aussi sur YouTube. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages pour me dire combien ils sont touchés, combien ils sont vraiment fortifiés, éveillés par toutes nos émissions. Et je vous remercie parce que si Minokan est là, c'est également grâce à vous. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier Estella Jewelry pour le prêt des tenues et des bijoux ethniques. Vous pouvez la contacter pour ses bijoux. Elle habille femmes et hommes au 07 53 67 51 97. Un gros bisou à Estella. Minokan, c'est ça. Comme vous le savez, Minokan, on parle de spiritualité ancestrale. On n'est pas vraiment basé sur le vaudou haïtien. Le vaudou haïtien, c'est pas une pomme qui est tombée du ciel. Le vaudou haïtien est accroché à un arbre. L'arbre repose sur des racines. Les racines sont enracinées dans la terre. Nous venons de quelque part. Et c'est de ce quelque part-là que je parle à travers mes émissions. Je ne le fais pas seul. Je reçois des invités. Chacun qui a certaines connaissances dans un domaine bien défini, afin de toujours nous aider à nous édifier, à élever notre esprit, élever notre âme, afin de comprendre ce qu'est la spiritualité ancestrale. Notamment dans Minokan, j'essaie toujours de faire ce lien, ce parallèle avec le vaudou. Qu'est-ce que le vaudou? Afin de démystifier certaines choses, afin que certaines personnes cessent d'avoir peur du vaudou, cessent d'être dans des spiritualités sclérosées, de croire que on meurt, on va au paradis, ça c'est péché, ça c'est le bien, ça c'est le mal, Jésus a dit, Jésus n'a pas dit, de croire en des religions dites révélées qui ne sont pas les religions de nos ancêtres. Aujourd'hui, avec Minokan, j'aide au réveil de tous, j'aide au réveil de ceux qui se cherchent. Souvent, ceux qui se cherchent sont des personnes qui sont en train de se réveiller. Si vous vous posez des questions, c'est que quelque part, le réveil est en train de se faire. On arrive bientôt à la fin de l'année scolaire. Et donc, bien sûr, juillet, août, vous aurez des rediffusions. Et il était important pour moi, avant de clôturer cette année, de recevoir, bien sûr, des invités qui ont marqué vraiment leur passage à Minokan et pour lesquels j'ai eu pas mal de commentaires positifs. Les gens m'ont redemandé encore. Ils se sont plaints que c'était trop court, que Rosmi, tu n'as pas laissé l'invité assez s'exprimer. Donc, à cet effet, je profite toujours pour réinviter l'invité autour de sujets encore plus profonds et bien sûr pour la connaissance de tous. Aïe Bobo, on va passer sans tarder à l'émission. Aïe Bobo! Aïe Bobo! Minokan, Yavalou tous les semaines, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Aïe Bobo, aïe Bobo. On est au mois de juin et comme vous le savez, peut-être pas, mais la plupart d'entre vous le savent, nous avons le 21 juin le solstice d'été. Donc il y a deux solstices dans l'année, 21 ou 22 décembre, 21 ou 22 juin. Le solstice d'hiver, le solstice d'été, la journée la plus courte en hiver et la journée la plus longue au mois de juin. Et pour nous vaudouisants, le solstice d'été marque le début des festivités pour le rite pétro.
C'est à partir de ce solstice que nous commençons à célébrer nos divinités pétro, nos ancêtres également, qui ont marqué leur passage sur Terre dans le rite pétro. Alors, c'est vrai que dans le vaudou, le rite pétro, c'est un rite, c'est un défouloir, on peut dire. C'est un rite que les gens apprécient à cause de cette musique, de cette clé, de cette danse, de cette énergie qui galvanise en fait les personnes pendant les cérémonies. Même si vous l'écoutez à la maison, si vous écoutez des chansons pétro, on se sent vraiment galvanisé. Aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il y a un manque à gagner dans ce rite pétro. Quel est le manque à gagner? Ça veut dire que nous ne tirons pas le maximum de ce rite pétro. Et pourquoi nous ne tirons pas le maximum? C'est parce que nous manquons de connaissances sur ce rite pétro. Beaucoup de vaudouisants prennent le rite pétro uniquement dans un but folklorique. Oui, le folklore est important dans le vaudou parce que c'est de là que sort la culture. La culture vaudou à travers les danses, les racines, l'Afrique, le Bénin, le Togo, le royaume Congo, etc., le Nigeria. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une histoire, il y a une philosophie, il y a une éthique, il y a une moralité, il y a une idéologie, il y a une essence. Et ce soir, je veux vous parler de cette essence du rite pétro. Après ce soir, pour vous qui regardez Minokan, vous écouterez plus jamais la musique pétro de la même manière. Vous ne chanterez plus les chants pétro de la même manière. Et vous ne vous sentirez plus de la même manière lors des cérémonies pétro. Alors je dis Bilolo, je vous dis Aïe Bobo. On va passer 2 heures ensemble, très fortes, très puissantes, parce que je vous ai préparé une émission très profonde avec un invité très profond. Je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite le présenter. Je vais le laisser se présenter parce que je sais que c'est un invité que vous avez vraiment apprécié. Alors je dis Matondo, je dis Bilolo, Bilolo, Bilolo. Bienvenue à toi. Bilolo, Bilolo. Merci encore de me réinviter sur ces plateaux. Moi, Zulu Diabanza Siwalemba, porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage. Aujourd'hui aussi, le porte-étendard du FMAS, le Front multiculturel anti-spoliation, qui justement livre un combat pour arrêter la spoliation. Cette spoliation qui frappe aujourd'hui non seulement l'Afrique, mais aussi son peuple de l'intérieur et de l'extérieur. Mes pensées vont à tous ceux qui, de façon brutale, ont été arrachés de notre mère patrie, l'Afrique, et qui se retrouvent aujourd'hui dans les Antilles, le Caraïbe, les Amériques. Aïe Bobo. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas représenter en long, en large le frère Mwazoulou comme la dernière fois. Ceux qui veulent savoir plus du frère Mwazoulou, vous tapez Minokan Mwazoulou Diabanza, vous verrez la première émission dans laquelle il s'était présenté et vous verrez tout de lui. Donc, on va essayer de faire court en présentation pour passer directement au vif du sujet. Depuis la dernière fois, ça va très bien, Mwazoulou? Oui, ça va. Nous sommes toujours sous le feu de l'action. Oui, je vois ça. À pousser plus loin pour essayer d'apporter à notre temps, c'est-à-dire la pierre à l'édifice, surtout à l'édifice culturel de notre mère patrie l'Afrique, reconstruire cet édifice parce que c'est de là que l'homme et la femme africaine et la femme noire de façon générale et l'homme noir trouvent notamment la sève qui leur permet d'être debout, d'être comptés ainsi parmi les hommes, se distinguant avec leur propre identité, leur vraie pensée. C'est pourquoi nous travaillons aisément et conséquemment sur la reconstruction de cet édifice culturel qui a été détruit depuis cette malheureuse rencontre avec l'Occident. D'accord, Bilolo. Ce soir, j'ai tenu à t'inviter, Mwazoulou, pour parler du rite pétro, parce que bon, pour moi, tu es la personne la mieux indiquée pour parler de cela avec moi, avec les téléspectateurs, et pour qu'on puisse essayer de vraiment descendre à la source, à la racine, pour comprendre l'origine du rite pétro, comment il s'articule, et pour qu'on puisse grandir spirituellement dans la connaissance de la spiritualité ancestrale. Tout d'abord, je vais parler un petit peu du rite pétro. C'est vrai que dans le vaudou, on entend souvent 3 grands rites, Rada, Pétro, Congo, ou des fois on entend Rada, Pétro, Guédé-Banda. Et il faut savoir que souvent ces 3 grands rites viennent de 3 grandes régions du continent. Ok ? Donc on a le rite Rada qui est originaire du royaume de Dahomey. Ok ? On a le rite
Petro, qui est un héritage ancestral de Jean-Philippe Dompèdre, et on a le rite Congo, qui est l'héritage du royaume Congo. Aïbobo, et c'est vrai que souvent dans le vaudou, bon, on sait que Rada, c'est tout ce qui est cérémonie, rituel, c'est l'élévation, la prière, le recueillement, la méditation. Le rite Petro, on est plus dans le combat, ok? Mais il faut savoir comment nous sommes arrivés là. Pourquoi? Comment est né le rite Petro? Qui a posé les fondations de ce rite Petro? Pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai invité Mwazoulou ce soir pour parler avec nous de ce rite. Je vais humblement expliquer mes connaissances, mes recherches, et puis le frère Mwazoulou va apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez qu'à l'époque de l'esclavage, on avait un esclave qui s'appelait Jean-Philippe Pedro ou Jean-Philippe Dompèdre. C'était un esclave marron, originaire du royaume Congo. L'histoire dit, entre guillemets, que c'était un sorcier. Vous savez, quand on veut diaboliser quelqu'un ou quelque chose, on dit que c'est un sorcier, c'est de la sorcellerie. L'histoire dit que c'était un sorcier, donc un ougan, comme on appelle chez nous. Quelqu'un qui avait l'art des feuilles, l'art des poudres, l'art du mysticisme. Et c'était un marron, c'est quelqu'un qui refusait de rester dans la servitude. Et donc, de ce fait, il a appris aux esclaves l'art des feuilles. Il a monté une armée indigène afin de les aider, de leur apprendre l'art des feuilles. L'histoire dit que ce Jean-Philippe Dompèdre pratiquait le lemba. Donc c'est un rite, on va le faire avec le frère Mwazoulou, c'est un des divers rites de la spiritualité Congo. Il pratiquait le lemba. Et vous savez, pendant l'esclavage, il y avait tellement d'ethnies, de tribus venues d'Afrique, chacune avait son propre rite de combat, son propre rite d'attaque. Et c'est vrai que ça faisait un peu une cacophonie. Eh bien, lors du passage sur Terre de cet ancêtre qu'on appelait Jean-Philippe Pèdre, il a synthétisé tous ces rites de combat sous la bannière d'un seul rite. Les gens, on en parlera après dans l'émission, il l'a synthétisé. C'est ça que je dis souvent, que le rite Petro est un rite synthétique. Pas que c'est un rite qui est faux, c'est le rassemblement de tous ces rites de défense, de protection. Et donc lui, il a mis tout cela à plat, il a mis la bannière du rite Pedro. Ça s'est appelé le rite Petro, bien sûr, à sa disparition, quand il a été divinisé. Mais il nous a appris la danse, il nous a appris l'art des feuilles, et il nous a fait se rassembler en étant un. Un seul rite d'attaque, un seul rite de combat, un seul rite de défense, peu importe d'où nous venions dans le continent. Bilolo, voilà, j'ai planté le décor, frère Mwazoulou. Dis-nous ce que tu connais, toi, de cet ancêtre-là. Je sais que tu connais beaucoup de choses, donc faut pas nous cacher des choses, hein. On appelle Jean-Philippe, je ne sais pas, Dompèdre, le nom qu'il a reçu peut-être. Oui, c'est son nom d'esclave. Ouais. Depuis cette destruction systématique de la personne humaine sortie d'Afrique, qui passe par notamment le Grande Porte, à travers laquelle l'homme s'est retrouvé, à travers laquelle l'homme existait. Nous l'avons énuméré la dernière fois, notamment l'une des portes, c'est le nom. Et l'Occident, lorsque l'Occident est arrivé pour détruire l'Afrique, a commencé par détruire le nom. Je pense que c'est le premier état d'un esclave, d'où l'on enlève l'identité qui est votre, le vrai nom, qui vous êtes, l'institution, parce que derrière le nom, il y a toute une institution. Et on vous donne un nom où vous êtes affilié ou inféodé à une force, à la force qui vous a soumise. De son vrai nom, c'est Nevi Kayankanga. Il faudrait que les gens comprennent. Mais moi aussi, je veux noter parce que l'autre jour, je cherchais le nom, j'ai pas trouvé ça. Nevi Kayakanga. Nevi Kayakanga. Voilà. Donc ça, c'est son vrai nom. Ça, c'est son vrai nom. Nevi Kayakanga. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire quoi? En fait, il est dans le principe de celui qui, si vous voulez, barre, attrape, ferme. En fait, c'est le principe qui conduit son nom, Kanga. Le principe de celui qui, quelque chose qu'on attache, qu'on attrape, qu'on utilise comme barrière pour empêcher notamment
à tout ce qui est extérieur de rentrée. D'accord, comme une protection. Comme en une fait. forme de protection. D'accord. Ouais. Nevika Yakanga. Donc Nevika ça, c'est le vrai Yakanga. nom de... Ça, c'est son vrai nom. D'accord, de Jean-Philippe. Et il est Nevi Kayankanga, comme c'est à l'habitude au Congo, il est Nevi Kayankanga Loi Vemba. Parce qu'il vient de la lignée d'Ntumba Vemba. Donc il vient de ton clan, toi aussi. Tout à fait. D'accord, donc c'est un frère à toi. Sa maman a aussi pris, notamment, voilà, on l'appelle Anna Ntumba Vemba. Anna Ntumba Vemba. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première émission, bon, je vous invite à retourner voir cette émission. Est-ce que tu peux, avant de continuer, en 1 minute, expliquer qu'est-ce que la lignée Tumba Vemba? La lignée Ntumba Vemba est considérée comme la lignée des consécrateurs bénis. Le Ntumba Vemba, Vemba est une divinité terrestre. Ntumba, ce sont les consacrés ou les consécrateurs, ceux qui consacrent quelque chose à cette divinité, ou ceux qui ont consacré justement leur vie à cette divinité, pour servir cette divinité, parce que cette divinité Vemba a de fruits, de feuilles, des éléments qu'on les dédie, qu'on le consacre, qui lui sont dédiés, notamment ceux qui sont à l'intérieur connaissent notamment qu'est-ce qu'il demande de lui pour activer Vemba. Alors il fonctionne souvent, cette divinité fonctionne avec 2 autres éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle, on dit Kialamoko. Le deuxième, c'est Fundu Zinkata. Donc on dit Ntumba Vemba Kialamoko Fundu Zinkata. C'est la personne qui est assise en position tailleur et a ses bras, si vous voulez, allongés, étendus, et ses mains ouvertes dans ce sens-là. Ce qui exprime, on consacre sa vie au nom d'abord de l'humilité, cette façon de s'asseoir en position assis tailleur, et on est disponible. Le fait d'allonger ses bras comme ça et d'étendre ses mains. Un peu comme on voit les Bouddhas, en fait. Voilà, on est disponible au peuple. Est-ce que c'est eux qui ont plagié votre position, ou est-ce que c'est un pur hasard que vous vous Peut-être asseyez qu'ils comme ont... ça? Vous savez, la création... ce qui diffère simplement dans la création, ce sont nos cultures. Ok. Voilà, nos portes d'entrée. Mais les entités célestes, comme on dit au Congo, les Amazulu, ont créé, lorsqu'ils ont créé, ils ont créé notamment tout ce qu'on retrouve sur Terre, c'est-à-dire tout ce qu'on peut retrouver en Afrique, en Asie, en Australie, en Éthiopie, en Océanie, en Occident. Mais il s'est fait que par rapport à notre environnement direct et indirect, à notre culture, chacun de nous a trouvé sa porte d'entrée pour aller dans ce sens. Donc, chez nous, les consécrateurs bénis, ceux à qui, si on doit parler du nom de Nzambiampungu Tulendo, c'est-à-dire le Créateur tout-puissant qui s'est révélé à nous ou qui s'est montré à nos ancêtres, c'est Totumba Vemba qu'il faut se référer. C'est eux qui, justement, ont amené cette, si vous voulez, cette pensée et cette spiritualité, cette existence divine parmi le peuple du Congo. Et il y avait notamment cette position qui expliquait avec le main et le bras, comme je le disais, la disponibilité face au peuple. Et on ne saisit jamais le main quand on est face au peuple. Le Tumba Vemba, c'est-à-dire il faut être comme ça, il faut toujours donner. Même quand les gens disent que vous donnez trop, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir. Par exemple, dans des maisons initiatiques, vous voyez, il y a beaucoup des interdits, où on vous dit il y a des choses qui ne peuvent pas sortir parce que ce sont des choses internes. Mais chez nous, il n'y a pas cette vocation-là. Il n'y a rien qui m'interdit de dire quelque chose, à moins que moi-même, je ne souhaite pas de... En tant que Tumba Vemba, bien sûr. Voilà, à moins que moi-même, je ne souhaite pas le dire. Parce que j'ai mes mains comme ça. C'est-à-dire, je continue à donner. Je suis disposé à vous donner. C'est ça. Et ici, là, assis ailleurs, c'est l'humilité. Et Fundu Zinkata, si on peut plus loin, c'est peut-être la coiffure que j'ai sur ma tête. On appelle ça aussi Fundu Zinkata. Cette coiffure, c'est justement la grande lune. Vous voyez, la grande lune, c'est-à-dire la lune, comme on dit, Maleka Bambuta, ou qu'on appelle... c'est la nouvelle, la pleine lune, c'est pas la nouvelle lune. Voilà, la lune noire, la nouvelle lune. Oui, d'accord, oui, la lune noire, la nouvelle lune. La nouvelle lune, Maleka Bambuta. On appelle ça aussi Fundu Zinkata. Elle devient Fundu Zinkata au moment où, ici, là où il y a la lune, je pose notamment une sorte de comment vous appelez ça?
Le terme m'échappe. C'est fait en raffia, en fibre de raffia. C'est en fait une sorte de, si l'on peut dire, de chapeau. Un peu comme la kippa des Juifs. Un peu comme ça, voilà, fait en étoffe de raffia. Et là, ça devient fundus inkata. C'est-à-dire, à la fois, comme j'ai dit, humilité, c'est la préparation vers l'exercice des hautes fonctions et des grandes fonctions. Comme c'est l'Ntumba Vemba qui consacre, on doit vous préparer à assumer les grandes fonctions, à assumer notamment les plus grandes fonctions. Et quand vous rentrez dans ces grandes fonctions, il faut avoir toujours le main ouverte pour le peuple. Donc ça, c'était la position Ntumba Vemba. Et ce sont ces Ntumba Vemba qui, justement, ont mis en exergue, ou si l'on veut en exercice, cette spiritualité qui, à l'après, voilà, ça s'est répandu de gauche à droite sur différents mécanismes. Parce que les 13 ancêtres qui sont descendus, comme on les considère avec les Ntumba Vemba, sont les 13 fondateurs de premier clan qui est parti du Congo, à travers lequel nous sommes allés à 27 clans, qu'on a appelé 27 clans primordiaux, parce qu'ils participaient à l'élection de celui qui deviendra notamment le chancelier après le roi des Congo. Et nous nous sommes retrouvés finalement après à 52 clans, c'est-à-dire c'est comme si on faisait 27 fois deux fois. Donc nous sommes retrouvés à 52 clans à un moment donné. Oui, 52 clans, qui d'ailleurs a exprimé, si vous voulez, les calendriers lunaires de 13 mois et 28 jours. Donc, ce sont ces mécanismes-là qu'on a, et à partir de là, c'est notamment les constellations, les premières constellations, et à travers ces constellations, c'est la carte astronomique et stellaire, la compréhension du mystère des étoiles, tout est parti de là. Parce que ce n'est qu'autour de la Lune qu'on voit les étoiles s'aligner. Donc, quand la Lune apparaît, c'est là où les étoiles brillent et apparaissent, et autour d'elles. Donc, voilà, le début des choses commence par là. Donc, le Ntumba Vemba, c'est ça. C'est un peu en résumé, c'est que l'on peut considérer comme le Ntumba Vemba. Et né de ces clans. D'accord. Donc, du coup, tu confirmes que celui que l'histoire appelle Jean-Philippe Dompèdre, c'est Nevi Kayakanga. Nevi Kayakanga, ou Ntumba Vemba. C'était un Congo. D'accord. C'était un Congo. Et il était, je précise, roi des Congos. Ah, parce que c'était un roi, d'accord. Oui, il a justement assuré cette fonction royale entre 1642 et 1600 et quelques. Mais une question, alors là je vais poser une question un petit peu peut-être stupide, ou je vais faire l'avocat un peu du diable. Comment toi, ou comment vous, les Congos, comment vous savez que Nevi Kayakanga Ntumba Vemba, je l'ai bien dit, c'est lui qui est Jean-Philippe Dompèdre? Parce qu'il est arrivé à un moment donné, lorsque les Portugais arrivent, c'était devenu courant qu'il fallait, soit par dissimulation, soit par stratégie politique, soit par, je ne sais pas quelles étaient d'autres raisons, il a fini par prendre le nom de Dom Pedro. Dom Pedro, comme on dit en portugais. D'accord, Dom Pedro, oui. Et c'est à partir de là, à travers le rite qu'il pratiquait, parce qu'il est bien entendu, comme je l'expliquais autrefois, issu de l'école de Lemba. Il ne peut pas accéder à cette dimension sans être sorti de l'école de Lemba. Et en étant de l'école de Lemba, quand on arrive à créer ce que nous appelons les siwa. C'est-à-dire que, si vous voulez, la corne qui va avec vous. D'accord. Voilà, ça peut être la corne de l'antilope qu'on appelle vouli. L'antilope vouli, c'est celui que les gens connaissent par le nom antilope cheval. Okay. Ça peut être sa corne, ou ça peut être principalement la corne, la denture de l'éléphant, en ce qui concerne le mécanisme du mystère Lemba. Donc, quand vous aurez votre corne, la corne, elle est symbolique à vous. Quand on voit chaque éléphant que vous voyez, les spécialistes de la connaissance de ces mécanismes-là peuvent vous dire que telle denture, tel ivoire vient de tel éléphant, qui est né de telle contrée, de tel périmètre, qui a vécu autant d'années. Okay. Voilà, à partir de ces ivoires, de cette dentition. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une expression particulière. Donc, lui, ici de l'école de Lemba, lorsqu'il atteint son siwa, donc il devient en quelque sorte, il a son pouvoir, il a ses cornes à lui. C'est là qu'il donne une spécificité à ces rites-là, qui est connu, et à travers ces rites-là, donc comme c'était Dom Pedro, qu'il exerçait Nevi Kayakanga. Alors vous savez que quand tout a été exporté, quand lui-même à un moment donné, parce qu'il a combattu à un moment donné le Portugais aussi. Comment il s'est fait prendre en tant qu'esclave alors? Si tu connais l'histoire, est-ce que tu peux la partager avec Donc il faut comprendre une chose. Dans le principe de Lemba, comme je vous expliquais, j'ai toujours les mains qui sont comme ça. Le Lemba, c'est
pour les téléspectateurs, il y a plusieurs rites dans la spiritualité Congo, mis à part le clan Tumba Vemba. Le lemba consiste en quoi? Parce que c'est vrai que j'ai dit que il pratiquait le lemba. C'est ce qu'il nous a appris, nous. Les lemba consistent à apaiser, à garantir la paix, à procurer de la paix. Le lemba, c'est la première vocation. La paix, procurer la paix, c'est en quelque sorte, c'est lui qui pacifie tous les conflits. Vous verrez plus loin dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il a continué ainsi, même quand il a été déporté. Vous l'aviez dit à l'introduction, il arrive à rassembler tout le monde. C'est-à-dire à adoucir et à planir tous les conflits qui existaient. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Lui, il a su, parce qu'il en connaissait le secret. Il a su, justement, si vous voulez, résoudre ce qu'on appelle le palabre spirituel qui existait. Il a canalisé tout ça à travers cette force du lemba qui a comme vocation de taire les conflits. Quand il y a un conflit, quand il y a divergence, quand il y a rébellion, quand il y a guerre. Et c'est la première vocation du lemba. Et aux côtés du lemba, parce que pour parler de la paix, la première vocation, c'est qu'il faut éduquer les citoyens du Congo. Il faut éduquer l'homme. Et pour l'éduquer, c'est ce qu'on appelle l'éducation civique, si l'on peut dire ainsi, civique et politique. C'est ça le principe du lemba, d'où l'on apprend notamment comment se comporter, comment éviter les conflits, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Tu avais dit que le lemba, c'était le rite des chefs. Tout à fait. Parce que un chef ne peut pas ne pas pratiquer le lemba. Il faut qu'il se fasse initier dans le lemba. La condition sine qua non. Parce que en tant que chef, prenons dans le famille, dans le foyer, il y a énormément de conflits. La belle famille, ta famille, les enfants, ceci, cela. Il faut être à mesure de résoudre ça. Lorsqu'on sort de cela, la grande famille. Lorsqu'on sort de cela, la communauté. Lorsqu'on sort de cela, je ne sais pas moi, l'agglomération, village, département. Alors, en tant que chef, toutes ces âmes-là que vous allez gouverner, vous allez gérer. Là où il y a des humains, il y a toujours des conflits. Donc, il vous faut avoir le secret des éléments naturels qui permettent notamment à adoucir. C'est pourquoi vous verrez dans les lemba, il y a une feuille, une plante qu'on appelle malemba. Je n'ai pas le nom scientifique en tête, mais le malemba, c'est la feuille qui fabrique ce qu'on appelle le pain de la vie. Vous voyez, quand les catholiques sont arrivés, cette notion-là qu'ils ont commencé à pratiquer en disant le pain du Christ, c'est calqué sur le pain des lemba. Et contrairement au pain des catholiques, quand on mange, on ne ressent rien. Le pain des lemba, qui est fait avec le malemba, quand vous mangez ce pain-là, c'est le pain de la vie, vous allez sentir physiquement de par vous-même comment il y a une douceur, il y a l'apaisement en vous. Comment vous êtes de la tête aux orteils, comment vous vous apaisez, comment tout rentre à l'ordre. Donc, c'est ainsi que les catholiques, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent notamment à rentrer comme nos mains étaient toujours comme ça. Ils ont appris cela. Donc, comme je disais, lui, en tant que Tumba Vemba, il avait les mains comme ça, il avait la disponibilité, il continue à donner. D'accord. Et quand vous donnez, à un moment donné, les intentions de ceux qui sont arrivés, leur nature a pris le dessus. Parce que quand on donne au lemba, au même moment on fait la purification. Parce que le lemba c'est aussi ça. La pureté, la purification. On purifie au même moment, on purifie le cœur. On purifie notamment la personne qui reçoit, on purifie les pensées, les idées, les paroles, les actes. Mais la nature humaine ou la nature de ceux qui sont arrivés avec leur dessein macabre avait tendance déjà à planifier ce qui allait advenir leur, si vous voulez, leur objectif, à atteindre leur objectif, c'est-à-dire à briser le Congo, à briser cet homme-là et à prendre le dessus sur lui. Donc la vocation était dans ça. Et je pense que c'est dans ces prédispositions-là qu'il s'est fait prendre, qu'il s'est fait notamment capturer par ceux-là. Et comprenez que dans les premières heures de la colonisation, si vous voulez, de l'esclavage et des razzias négrières, parce qu'il faut commencer par là, dans les premières heures des razzias négrières, aucun Congo, aucun fils de l'Afrique n'a été arraché de sa terre. J'ai dit bien aucun. D'accord. L'un des premiers bateaux qui est parti de l'Afrique, on l'appelait d'ailleurs Jésus-Christ. Parce que les missionnaires sont arrivés auprès du roi en lui disant vous irez voir ce dont on vous a annoncé, le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le bateau, c'est son bateau. Vous rentrerez par là, vous irez voir ces choses-là. D'accord. Comme on faisait, c'était de l'échange. Nous, on leur apportait la spiritualité. Ils nous parlaient des choses. Nous, il y a vous des leur choses. apportez la spiritualité Congo? Oui. Eux,
nous parlaient notamment de ce qu'ils avaient sur leurs documents, qu'ils ont appelé la chrétienté, la Bible et le Christ. Nous, on leur faisait comprendre, par exemple, le principe de Mawungu, que ce que vous dites Christ là, c'est le principe de Mawungu. On expliquait les débuts de choses, comment les choses. Je pense qu'ils se sont rendus compte, évidemment, ces choses-là qu'on a entre nos mains, la quasi-majorité, la vérité de ces choses viennent de ces gens-là. Alors, eux, ils ont créé leur histoire, ils ont créé leurs égrégores, ils ont créé, si vous voulez, personnifier leur Dieu avec leur couleur, leur expression, leur image. Et les échanges, un vrai roi, c'est que quand tu regardes l'univers, tu as toujours tendance de voir déjà la différence entre le zèbre et, par exemple, le cheval antilope, entre le zèbre et le lion, entre le lion et l'éléphant. Donc, on sait que dans la création, il y a des êtres différents. Et encore, à combien la plus forte raison, la majorité de ces rois qui avaient accès à ces connaissances et à des univers qui nous étaient parfois inaccessibles. Donc, ils savaient qu'il y a d'autres choses. Donc, pour eux, ils n'étaient pas étonnés. Et puis, il faut savoir que dans le royaume Congo, il y a, quand vous allez en Martinique ou en Guadeloupe, pendant le carnaval, il y a parfois une danse. Quand les gens marchent, ils tapent les pieds sur terre comme ça. Ils avancent. Et c'est là qu'on appelait, de ce qu'on appelait le beignet caca, le beignet fait de riz là. Et quand on faisait ces choses-là au Congo, il arrivait à un moment donné, on avait la possibilité de quitter le Congo et de nous retrouver vers ces périmètres-là. C'est-à-dire, nos ancêtres, pour résumer, quitter le Congo, connaissaient déjà la Martinique, connaissaient la Guadeloupe, venaient déjà depuis des temps. Donc c'est avant même que l'Occident n'arrive. L'Occident découvre. Parce que nous avons la lecture du monde stellaire, la lecture des étoiles. On sait ce qu'il y a de l'autre côté. Donc on faisait cela. Et quand ces gens-là arrivent, on commence à échanger. Ils nous disent, vous allez aller telle place. Et si ce n'est d'ailleurs, je me pose la question, si ce sont nos ancêtres qui les ont guidés d'ailleurs pour aller accoster là où il fallait aller accoster. Oui. Donc en allant dans ce sens, nous sommes partis comme des êtres libres, comme de femmes et des hommes libres. Les Portugais nous ont demandé des hommes et des femmes pour faire des chants comme ils ont vu chez nous. Je vous dis que lorsque les archives occidentales vont parler, raison pour laquelle quand nous menons même la lutte de la restitution, nous demandons les informations qu'ils ont su amasser et qu'ils ont pris auprès de nos ancêtres. Les gens seront hébétés, stupéfaits, ceux qui doutent encore de là où était l'Afrique. Il y avait de vastes champs, de vastes plantations. Et vous savez, l'Afrique, c'était l'esthétique. En partant notamment des bijoux qui étaient sculptés, des pipes qui étaient sculptées, des cannes qui étaient sculptées, des vêtements tissés par de raffia, y compris ce qu'on voyait dans les champs. Il y avait une ordonnance d'où l'on savait, vous voyez déjà les piments est rouge, il y a des poivrons qui sont jaunes, on sait que le maïs, il y a des choses qui sont vertes, qui sont blanches. En fait, il y avait l'harmonie de ces couleurs d'arc-en-ciel au niveau des champs. C'est pourquoi même on verra plus loin que le rite d'Ipetro, donc issu du rite Congo, parle beaucoup avec des couleurs vives. De couleurs de chaleur, de l'énergie du soleil. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont demandé des hommes et des femmes libres pour aller leur apprendre, par exemple, à monter à cheval que les Portugais ne connaissaient pas, à faire le chant comme on le faisait nous. Vous voyez, ce sont des territoires d'où on ne mourrait jamais de faim. On avait un système économique, par exemple, qui faisait que on avait 24 jours du mois. Et dans les 24 jours, on travaillait 12 jours pour soi et 12 jours pour le propriétaire. C'est un système économique unique. D'ailleurs, c'est un système sur lequel j'ai travaillé en partant du cycle mensuel court de la femme de 24 jours. 24 jours. Et en prenant le 24 âmes de la représentation humaine que j'avais parlé l'autre fois, 24, ça nous fait, voilà, une année de 24 mois, dont un mois à 24 jours, ce qui fait 576 jours pour une année économique. Donc, nous, on avait ces expériences-là, on avait ces mécanismes-là. Donc, ils nous ont demandé de leur prêter main forte. Donc, il faut que les gens retiennent, les premières personnes qui sont parties de l'Afrique sont des hommes et des femmes libres. Et j'imagine que c'est dans ce contexte-là que le roi Vitayankanga s'est déplacé. Justement, l'argument qui lui a été donné, c'était d'aller rencontrer le roi de l'Occident. Et il fallait pour lui aller dans ce sens. Parce que, dites-vous, lorsque Nzinga Vembankou régnait, il a envoyé deux émissaires. L'autre au Vatican, que je disais la dernière fois, et l'autre en Russie. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Nous étions dans le même carrefour. On quitte 1500 vers 1600. Les Portugais nous ont infiltrés. Ils avaient quasiment la même mise, mais pas encore la même mise, parce que la même mise est arrivée après la destruction du royaume du Congo en 1666, lors de la bataille d'Ambuila, où le Congo a disparu totalement en tant qu'entité politique, administrative et spirituelle. Disons, politique et administrative. Les Louyalou a disparu, d'où l'Occident a installé son pouvoir. Donc je pense, pour répondre exactement à cette question,
ce sont les raisons qui lui ont été données d'aller voir les autres homologues, si on peut dire comme ça, les autres rois de l'Occident. Et c'est dans cette optique-là que le roi Vita Nkanga quittera le royaume Congo. C'est dans le bateau, ou arrivé là-bas, que ces gens-là se transforment en maîtres et réduisent les autres en esclaves. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et arrivé là-bas, justement, comme il continue à donner, il a continué à donner. Il a continué notamment à travailler. Et c'est ce qui a nourri même les révolutions et les soulèvements qu'on verra après en Haïti. Ok. Dans l'histoire dit que Nevi Kayakanga, alias Jean-Philippe Dompèdre, était un sorcier, un ougan. Mais c'est clair que dans le Tumba Vemba, vous n'avez pas ce terme-là. Comment on appelle celui qui est mystique, qui maîtrise l'art de la magie, enfin quelqu'un qui est mystique tel que Nevi Kayakanga? Ça dépend de quelle école vous sortez. Par exemple... Dans le cas de Nevi Kayakanga, c'était un quoi? C'était générique comme ça. On peut l'appeler un Tumba. C'est déjà un consacré, un consécrateur, un prêtre je dirais, de haut niveau un peu. Parce que vous voyez même la hiérarchie qu'on voit aujourd'hui dans des églises, par exemple, diacre, archevêque, pape. En fait, le Tumba, c'est comme ça. Donc, ça dépend dans quel degré c'est situé. On sait que, classiquement comme ça, on les appelle les Ngangalemba. Les Ngangalemba, c'est-à-dire l'érudit. Parce que c'est ça le terme Nganga. Érudit. Quelqu'un qui maîtrise sa science. Qui est dans la profondeur du Lemba, qui maîtrise véritablement et qui, si vous voulez, transmet ses connaissances, son pouvoir. Donc il était vraiment fort. Voilà, on les appelle les Nganga Lemba. Donc quand il maîtrise dans cette école de Lemba, il devient Nganga. Nganga, dans le Tumba Vemba, on dit Nganga Ngolo, c'est-à-dire l'érudit vigoureux, puissant. Ngolo, si vous voulez, c'est comme une forme de puissance, de grâce réservée au divin. Donc, lorsqu'on vous dit Ngangangolo, c'est-à-dire, vous avez cette énergie divine en vous. D'accord. Donc, un érudit qui atteint ces summums des niveaux. Donc, on les appelle classiquement comme ça les Ngangalemba. Donc, il est évident. Mais Ngangalemba, excuse-moi, dis-moi si je me trompe, j'avais lu que Ganga voulait également dire féticheur. Est-ce que c'est vrai? Ça, le terme féticheur vient des Portugais. D'accord. Lorsque les Portugais sont arrivés, ils ont qualifié tout ce qu'on faisait comme des fétiches et l'émanation de ce qui est diabolique. Donc ils ont pris le mot Kanga comme féticheur. Voilà, vous verrez même Ougan, Nga, on a toujours cette étymologie qui reste de Nga. Et là, il y avait Nganga. C'est comme quand on dit Mun, il y a le Ntu qui est parti parce que c'était Muntu. Donc, c'est eux qui ont dit, vous êtes des féticheurs. Ces œuvres-là, c'est du fétiche. Telle chose fétiche, telle chose c'est la diabolisation chrétienne et catholique. Parce que tout ce qui était différent de l'église catholique était diabolique. Tout ce qui était différent de l'Occident était manche diabolique venue du diable. D'ailleurs, les images de la reine d'Angleterre démontrent Saint-Michel qui est le blanc qui soumet un noir qu'il met sous terre. Ça, c'est la royauté britannique. Donc, ça nous étonne pas. Ça c'est né de la diabolisation catholique justement pour briser l'essence et la beauté de ce qu'étaient nos œuvres. Vous verrez jusqu'aujourd'hui, quand vous remarquez bien dans la population africaine ou parmi le peuple noir, vous verrez que c'est cette catégorie de ceux qui se réclament à fond des doctrines religieuses importées qui désignent ces choses-là de sorcellerie et notamment de fétiches. D'accord, très bien. Je vais juste avant une petite courte pause rapide. Donc c'était très intéressant. Merci. Donc on a planté le décor de Nevi Kayakanga Tumba Vemba. Donc celui qu'on a appelé Jean-Philippe Dompèdre ou Dom Pedro, qui est l'instigateur du rite Petro, qui venait du rite Lemba. Et donc qui rassemblait, qui a unifié, j'aime bien le terme unifié, les descendants africains autour d'un rite. Et c'est vrai que ce rite-là, on en parlera avec le frère tout à l'heure, ce rite-là, les gens aujourd'hui l'ont voyourisé, ils l'ont prostitué. Vous serez sûrement choqués par ce que je vais dire. Aujourd'hui, dès qu'on entend Petro, on entend faire du mal. Dès qu'on entend Petro, on entend magie noire. Le rite Petro n'est pas fait pour ça. Le rite Petro, à la base, c'est un rite de défense. C'est un rite de protection, pour se protéger. De la même manière qu'un pays peut avoir une armée, l'armée n'est pas là pour aller faire du mal, chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. L'armée est là pour protéger
un État souverain. L'armée est là pour protéger la souveraineté d'un territoire. Le rite Petro est là pour protéger votre territoire, celui de votre corps, celui de votre maison, celui de l'endroit où vous habitez, celui de vos enfants, celui de votre famille, après celui de votre clan, celui de votre ethnie, celui de votre village, celui de votre nation. Le rite Petro est fait pour ça. Le rite Petro, c'est pas je veux ta maison, je veux ta femme, je veux ton commerce, je veux que tu fasses un accident. Le rite Petro n'est pas là. Et c'est pour ça que, avant de pratiquer ou de même de comprendre ou même de danser sur du rite Petro, il faut comprendre cette essence-là. Les divinités, leur force, leur puissance est là avant tout pour nous protéger. On va développer cela avec le frère. Il faut savoir une chose. Il a parlé de l'Église catholique. Au 5e siècle, l'Église catholique a travesti celui qu'on appelle Nevikaya Kanga, c'est-à-dire Jean-Philippe Domprède. Au 5e siècle, l'Église catholique l'a travesti et l'a transformé en Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui existait déjà dans leur histoire, mais ils ont juste fait le lien. Le frère tout à l'heure a parlé du soleil. On en parlera quand je vous montrerai les VV. Aujourd'hui, le solstice d'été marque le début des cérémonies pour le rite Petro. Le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Donc c'est le jour où le soleil, c'est comme si dans l'année, c'est ce jour-là où le soleil est à son zénith. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Normalement, ce jour aurait dû être un hommage à cet ancêtre qui a été divinisé. Le frère Mwazulu l'a bien dit, c'était un Tumba Vemba, un consécrateur né, c'était un Kanga, un érudit, un puissant. Ce jour-là, ce jour du solstice d'été devait être un jour d'hommage à cet ancêtre qu'on appelle Nevikaya Kanga, celui qu'on appelle dans le rite Petro aujourd'hui Jean Petro. On l'appelle Jean Petro, car cette divinité s'appelle Jean Petro. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On va faire une petite pause et je vous le montre tout de suite. Bilolo. Bilolo. Donc, comme je disais, l'Église catholique a travesti le nom de Jean-Philippe Dompèdre. Le 21 juin, nous avons le solstice d'été. Et vous verrez que 3 jours après, il y a la fête de la Saint-Jean. Cette fête qui est énormément célébrée par les vaudouisants qui pratiquent le syncrétisme, une fête qui est énormément célébrée par les francs-maçons et par beaucoup de sociétés secrètes. Qu'est-ce que la cérémonie de la Saint-Jean? Je profite, je fais le chercher qu'on est en même temps. La cérémonie de la Saint-Jean, c'est une fête qui célèbre le soleil. C'est le culte du soleil. Et à l'époque, donc avant le 5e siècle, les gens faisaient des feux. On les appelait des feux de solstice. Ils célébraient le soleil. Et l'Église catholique, qui était vraiment hostile à cela, qui voyait ça comme quelque chose de païen, donc ils disaient que c'était une fête païenne, eh ben, ils l'ont travesti, ils ont pris cette fête, ils ont appelé cette fête la fête de la Saint-Jean. Et on appelle également le feu de la Saint-Jean. Avec la traite négrière, les catholiques ont continué de célébrer le feu de la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean. Et aujourd'hui, on voit dans le syncrétisme les vaudouisants célébrer la Saint-Jean pour Jean Petro. Peut-être parce que c'est le même nom, Jean-Baptiste, Jean Petro. Pourquoi je dis Jean-Baptiste? Une image va s'afficher à l'écran, image que j'ai également transférée au frère Mwazulu. Cette image du petit garçon assis, qui est Saint Jean-Baptiste, selon l'Église catholique. Et aujourd'hui, Mwazulu, certains vaudouisants adoptent cette image pour Jean Petro. Jean Petro, quand on reste dans la mythologie, on reste dans l'histoire, ça passe. Mais si vous avez écouté tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, vous voyez que c'est tout simplement inadmissible. On ne peut pas prendre cette image d'un petit garçon avec un agneau et vous le mettez sur votre autel et vous dites que c'est la divinité Jean Petro. À l'époque de la colonisation, de l'esclavage, on sait qu'il y a eu le marronnage, on sait que nos ancêtres ont dû dissimuler leurs croyances derrière des images. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut célébrer la fête de la Saint-Jean et on se dit bonne fête de la Saint-Jean,
au lieu de dire bonne fête ou de célébrer Nevikayakanga Tombavemba. De célébrer, si vous voulez, vous pouvez l'appeler Jean Pétro, comme on appelle cette divinité dans le vaudou aujourd'hui, Jean Pétro. Est-ce que tu es au courant de cette histoire, Mazoulou? Oui, je sais que quand je suis arrivé en Haïti, parce que je m'y intéressais sur toutes ces questions, je sais qu'il y avait ces remplacements. Je pense que c'est un sujet qu'on a abordé la dernière fois, oui. Pour parler notamment du syncrétisme qui est mis en place. Et là, je viens de l'expliquer. Il y a des portes chez nous qui constituent l'homme, des portes par lesquelles on rentre pour savoir qui on est et qui nous rétablit dans notre identité vraie et réelle. Sûrement par le porte du nom, on nous a brisé. De deux, dans les livres des Occidentaux, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Donc cette image, elle est à la fois spirituelle, de l'image spirituelle et immatérielle dont on parle, mais c'est aussi l'image matérielle et physique, c'est-à-dire l'illustration, ou si vous voulez, la ressemblance qui se doit. Donc cette image-là de Saint Jean, c'est le Dieu créé à leur image. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la droite ligne de leur philosophie. Il fallait donner une image pour eux qui passait pour eux, parce que c'est loin dans leur environnement. Dans leur environnement, il n'y a pas ce qu'il y avait dans les Lemba. Vous voyez, par exemple, quand on dit Lemba, nous, les initiés de l'intérieur, on ne dit pas Lemba. Vous voyez, on dit Mbela. Je change le voyelle. D'accord. Là devient là où il y a E, il devient A. Là où il y a A devient E. Mbela. Mambela. C'est-à-dire, si l'on veut, la science de l'homme léopard et de la femme léopard. Donc, pour nous, ça passait parce que c'est notre environnement. La beauté du léopard inoptise. La peau du léopard, on dit souvent que c'est une peau qui ne vieillit jamais. Elle est toujours éclatante et belle, toujours jeune. Et c'est ça, les Lemba. C'est ça, les Mambela. Elle brille toujours, la peau du léopard. Et c'est alors que dans le Mambela, tu trouves aussi un deuxième nom, comment on désigne les hommes et les femmes léopards, les Agnotas. C'est-à-dire qui renvoie à l'étoile. Et cette étoile-là du léopard, d'où l'on sait, nous, c'est quoi? C'est quelle étoile qui fait briller cette peau-là et qui nous fait briller dans notre comportement, qui fait briller le clan, notamment des Mambela, c'est-à-dire des hommes et des femmes léopards. Donc, l'image parle. L'image qu'ils ont mis là, ça c'est pour eux. Or, l'enfant, plus l'agneau, on peut avoir une idée de là où ils veulent nous emmener. Oui. Donc, même quand il faudra faire les rituels ou les sacrifices, quand vous sacrifiez notamment l'agneau, vous finirez à un moment donné par sacrifier l'enfant. C'est évident. Et sur quoi vous sacrifiez l'enfant? Sur quel autel sont mis les enfants? Alors c'est à eux de voir. Je me rappelle encore quand vous parlez de ça, tout le monde s'en souviendra, que le 21 juin, s'était déclenché une histoire rocambolesque, triste, dans la ville de Montreuil, où le maire de Montreuil, Patrice Bessac, avait joué de son influence politique justement pour voiler l'histoire. Cette histoire était l'histoire malheureuse d'un petit enfant, beaucoup connaissent, qui a été victime des attouchements ou de ce que nous disons clairement, des attentats sexuels. Il a été attenté à sa pudeur. Et l'histoire s'est déclenchée le 21 juin. Le 21 juin, à la fois, c'est la fête de la musique. Et le 21 juin, c'est le solstice d'été. C'est la fête de ce qu'on appelle... le nom m'échappe, j'avais le nom m'échappe. C'est une fête notamment qui réunit toute la communauté LGBT. La Gay Pride non. J'oublie le terme. Bon, oui, on s'est le terme m'a échappé, mais je pense que les gens connaissent la fête. Ça se passe aussi le 21 juin. Et le jour de cette fête-là, tout est permis. On met la musique en avant. Derrière, il y a la même fête-là, où tout est permis. Ça réunit toute la communauté LGBT. Le 21 juin, même fête encore, ça s'est reprise. Vous avez vu le président français, quelques temps après, invité à l'Élysée. Notamment, c'était la fête de la musique. Mais ce dernier a adjoint les deux fêtes. Parce que il a fêté à l'Élysée la fête de la musique et il a invité toute la communauté LGBT qui, d'ailleurs, curieusement, n'était que des origines noires africaines. D'accord. Alors que l'intelligence et la sagesse des gens parlent à la place d'où moi je dois parler.
pour que leur maturité leur permette de comprendre. Mais lorsque j'ai attaqué ces combats à Montreuil pour dénoncer cette histoire, j'avais dit que je vais secouer le cocotier jusqu'à ce que le cocotier va tomber. Je vais remuer là où personne n'a remué. Et il est arrivé à un moment donné, j'ai appelé les gens d'aller vers le siècle. Le siècle, c'est, si vous voulez, une association qui réunit tous les hommes et les femmes politiques, de tous les bords confondus. Des hommes des médias et des femmes des médias. Des hommes des obédiences différentes, économiques et tout ça se réunissent autour du siècle. Et la maison qui abrite notamment le siège du siècle, là où il se retrouve, ça se trouve quelque part vers l'opéra, là-bas, vers Paris. Et lorsque j'ai amené la foule pour qu'on aille là-bas, c'était là que les multiples problèmes que j'ai aujourd'hui sur tous les plans se sont déclenchés. Et quelques années plus tard, ça se révélera que la maison appartient. Il y a une histoire qui se passe aux États-Unis d'un homme qui notamment était dans ces mécanismes-là de toucher ou, si vous voulez, d'abîmer la vie des enfants. Et c'est une histoire, le nom, je l'avais ici au bout des lèvres. La personne est très connue comme ça. C'est une histoire dont le président américain, la branche de Trump, était contre ces phénomènes-là. La maison, en fait, l'appartenait. Et il est parti aux États-Unis et l'affaire a encore pris de l'ampleur. Donc, c'est pour dire que lorsqu'ils mettent ces équinoxes-là, l'alignement de ces équinoxes avec leurs fêtes, c'est leur image. Leur sacrifices qui se font ce jour-là. Voilà, c'est l'expression de ce qu'ils sont. C'est leur, si vous remontez jusqu'en Grèce antique, vous verrez ces mêmes comportements dans leur mécanisme. Et ces choses-là ont infiltré notamment le rite qu'on appelle Pétro. Ces choses-là, parce que si on soumet le peuple qui y pratique, lui-même Nevi Kayankanga, tu l'as énuméré là tout à l'heure là, Nevi Kayankanga lui-même était marron. Quand on parle de marron, on parle de Yakankou, les hommes et les femmes libres qui ont refusé catégoriquement la soumission pour rester dans leur identité. Si eux ont refusé cette image, parce qu'ils savent, et si ces autres-là ont combattu ce qu'on a appelé les marrons, parce qu'ils voyaient que les marrons refusaient notamment l'image qu'ils ont voulu faire d'eux, les actes qu'ils ont voulu leur obliger de faire. Et c'est justement ce qui a infiltré, à partir de l'image du Saint-Jean, vous faites rentrer tous les rites qu'il y a derrière. Et tous ces rites-là que vous faites rentrer derrière, ce n'est pas l'illustration de notre existence, de ce que nous sommes, de rites qui se faisaient dans le temps, de Mambela pour apaiser, pour voilà. Quand vous mettez quelqu'un dans la peur, vous ne l'apaisez pas. Ça, c'est faire taire quelqu'un dans le mécanisme qui sont le vôtre. D'ailleurs, on saura que Jean-Baptiste, on a demandé sa tête sur un plateau. Donc, va comprendre. Il y a autant de choses. C'est ça, Guy, d'ailleurs, a intégré la plupart des dirigeants africains qui ont perdu notamment la notion du Lemba et du Mambela et qui sont rentrés dans cette optique-là pour, justement, commencer à ceux qui sont devenus des dictateurs et des sanguinaires à demander les têtes de leurs opposants sur un plateau. Donc, ça va de pair. Et du moment où on n'arrivera pas à changer ces choses-là pour revenir dans l'ordre vrai établi, on continuera notamment dans ces sacrifices inutiles du sang humain qui, en finalité, nourrit certaines énergies qui ne sont pas les nôtres. Nourrit certaines, parce que non seulement des énergies politiques, mais aussi financières, mais aussi économiques. Et lorsque vous propulsez les gens sur le plan spirituel de leurs énergies, ils prennent l'ascendance et la domination sur vous. Lorsque vous propulsez les gens sur leurs énergies économiques, ils prennent l'ascendant et la domination économique sur vous. Lorsque vous propulsez les gens sur leurs énergies financières, ils prennent l'ascendant financier sur vous dont vous êtes dépendant et c'est eux qui ont l'argent. Donc, tout ça, les gens doivent le comprendre. Ça va de pair. Quand on introduit le nom, on introduit l'image, la photo là, déjà vous voyez que typiquement, la personne physiquement ne vous ressemble pas. Du tout. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui doivent parler. Et je pense que l'alignement de ces solstices, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Il faut que les gens aillent vers la pureté des choses. Il faut que les gens comprennent le rétablissement des affaires. À cet effet, j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que, premièrement, une question, est-ce que Nevi Kayankanga, dans la spiritualité Congo, est-ce qu'il a été divinisé? Tous les ancêtres sont divinisés après leur mort. Pourquoi? Par rapport aux actes héroïques qu'ils ont accomplis. Et lui, il était, au-delà de ces actes héroïques, il était en contact avec des forces supérieures.
D'accord. Justement, quand on dit Ngangangolo ou Ngangalemba, il incarnait notamment une force divine en soi, d'où il s'est confondé, disons, avec cette parcelle divine. D'où on ne savait plus Nevi Kayankanga commence ou s'arrête où, et la divinité suprême du Lemba commence où et s'arrête où. Et en plus de cela, Vemba commence où et s'arrête où, parce que lui, Toumba, on le connaît en tant que consécrateur. Tout à fait. Donc, vous voyez, dans tout ça, il est normal que lorsqu'il est parti, il a été divinisé. Et d'ailleurs, il est de coutume, dans la plupart de ceux qui ont été nos ancêtres royaux, qui ont exercé ces hautes fonctions, automatiquement, souvent, ils ont été divinisés. D'accord. Automatiquement, après avoir exercé cela. Et quand vous combinez à la fois des actes héroïques, comme ces actes posés par Nevi Kayankanga, donc il est évident qu'il pouvait aller. Il est issu de cette lignée d'Ntumba Vemba, et sa maman, Nona Anna Ntumba Vemba, était elle-même gardienne, si vous voulez, de trois principes. Ces trois principes-là qui est incarné notamment par celle qu'on appelle Mambo Imana. Je pense qu'en Haïti, oui, Mambo Imana. on a mis, il est connu dans les zones du Congo comme Imana, la déesse, ou si vous voulez la divinité Imana, et c'est elle qui, on dit souvent qu'elle détient les feuilles terribles, les terribles feuilles. Voilà, parce que eux, ceux qui pratiquent ces choses-là sont imbattables dans le mystère de feuilles. Ah oui, lorsque les pays africains ont été confrontés aux questions d'indépendance, c'est-à-dire face à la colonisation, c'est à ces initiés-là dont ils ont fait appel. Parce qu'il fallait faire revivre l'homme et la femme africaine soumises. Aussi l'Afrique, comme la plante. Vous savez, la plante naît, croît et meurt et renaît. En fait, c'est ces mêmes principes-là qu'on a appliqués. L'Afrique est née, l'Afrique a grandi, l'Afrique est morte parce qu'elle a été soumise. Donc, il fallait faire renaître l'Afrique. Donc, ce sont les feuilles véritables gardées notamment par la reine du Congo, qui incarne notamment en principe dans le vaudou, ce qu'on appelle la reine Congo, celle qui incarne en principe les trois rites, venus notamment du Rada, Congo-Ibo et du Sénégal. Et c'est ces trois rites-là, tels qu'on le voit, ça vient des contrées différents. Mais dans le Congo, vous trouvez les Dahomey, vous trouvez le Rada. Dans le Congo, vous trouvez notamment ce qu'on voit aujourd'hui avec la spiritualité de la Santeria, du Kumina, du Candomblé, tout ce qui vient du Yoruba, Ibo au Nigeria. Et vous voyez tout ce qui vient du Sénégal, qui est resté aujourd'hui vers l'Afrique de l'Ouest et vers le Sénégal et autres. Dans le Congo, vous trouvez tous ces mécanismes-là. Et c'est incarné notamment par la reine du Congo, mis à pied d'égalité avec la reine Victoria, notamment dans le vaudou. D'accord, très bien. Est-ce que, donc tu viens juste de dire que Nevi Kayankanga a été divinisé comme tous les ancêtres Toumba Vemba, de par ses faits, les faits qu'il a accomplis durant son passage sur Terre. Est-ce que, j'ai parlé notamment du feu enfin, j'ai pas encore parlé du feu, de la fête du solstice d'été. Est-ce que vous avez un culte particulier dans le Toumba Vemba ou dans le Lemba, ou est-ce que tu sais si Nevi Kayankanga avait des rites particuliers lors du solstice d'été? Par le mois de juin, on entre dans une période où l'étoile Sirius commence notamment ses effets. Nous sommes à un moment donné d'où on va rentrer bientôt vers la saison sèche dans les territoires tropicaux. Mais avant cette saison sèche, il y a notamment les grandes pluies qui provoquent l'inondation. Et vous verrez que la lecture de cette étoile-là, l'étoile du grand chien, notamment personnifiée par celui qui est considéré comme les grands chiens au Congo, les léopards. Donc, on voit aisément, vers ces périodes-là, ce sont notamment l'alignement de choses qui se passent à partir de là. Parce que là, on rentrera dans d'autres choses. Si on rentre dans le mécanisme de ce que nous comprenons comme l'étoile du chien, c'est à partir de ces périmètres-là. Donc vous faites des rituels au mois de juin. Voilà, également. On vient vers mi-mai jusqu'à nous amener vers fin juin, quelque chose comme ça. Donc, les rituels qui sont considérés, c'est le rituel qui explicite notamment la sortie de la reine Congo. Parce qu'on ne la voit pas souvent. Mais la reine Congo, pendant ces périodes-là, circulait dans les rues, dans les grandes artères, la notamment reine Congo, du royaume Congo. C'est un ancêtre divinisé ou c'est quelqu'un qui a vraiment existé? Très bonne. C'est bien que tu parles, ça me permet de faire. D'abord, une chose, c'est que la reine Congo, c'est politiquement parlant, toutes celles qui étaient à côté du roi des Congo. Elles étaient considérées comme la reine du Congo parce que elle personnifiait un mystère, je dirais, profond, quoi. Profond, et c'est sur elle que tout était bâti.
Après, il y a des femmes qui, à travers leur clan, à travers leur maison, qui atteignent notamment une dimension spirituelle très élevée lorsqu'on arrive à incarner les 3 principes qu'on retrouve notamment au vaudou, celui du Congo, Rada et Sénégal. C'est-à-dire, ce sont des rituels qui ont des caractéristiques d'être à la fois populaires, riches dans les festivités et, si vous voulez, guerriers. Ce sont ces rituels-là. Donc, c'est pourquoi la reine du Congo sortait, celle qui va incarner cette entité-là. Elle peut être reine dans le sens politique et administratif. Elle peut être reine parce que le clan l'a placée là, ou si vous voulez, tous les initiés de Mambela, c'est-à-dire l'école des Anyota, où les hommes et les femmes léopards désignent la reine, celle qui est considérée comme la reine Congo, celle qui est censée notamment être, si vous voulez, parce qu'il y a vous ou moi qui arrive, à côté de vous, il y a les léopards. Kabuilango, Kavuminangoko. Vous devez vous saisir du léopard sans avoir peur. Et c'est comme ça que vous allez approcher devant la reine Congo. Vous ne pouvez jamais approcher la reine Congo sans les léopards. Il arrive à un moment donné, quand les gens sont forts, c'est là, ça ce sont des choses internes de Mambela, où ils se confondent avec les léopards. D'accord. Donc ils deviennent soit, c'est pourquoi vous voyez des gens qui mettent la peau du léopard ou la toge du léopard, c'est-à-dire ils se confondent avec les léopards. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils approchent la reine Congo. Et pendant cette période-là, la reine Congo, soit on va dans sa demeure, ou soit la reine Congo viendra et les grands initiés, les festivités vont se faire. La reine Congo va circuler dans tous les grands artères, dans toutes les grandes rues, dans toutes les grandes avenues au Congo, où elle va circuler avec toute l'escorte de 3 différents tambours. Le grand tambour, le moyen et le petit. C'est pourquoi vous voyez, quand on ne dit pas Petro, on utilise les termes que vous avez dit, banda. Guédé Banda. Guédé Banda au Congo, parce que banda c'est un tambour. C'est en réalité un tambour. Et on a ces tambours-là qui va souvent aujourd'hui, ceux qui connaissent la commune Bandalungwa en République démocratique du Congo, ces communes-là, il y a beaucoup de choses. J'étais simplement les choses, mais j'ai dit le tambour en question. Donc, il y a ces différents tambours, les 3 rythmiques du Congo, qui sont à la fois les rythmiques utilisés dans le Rada et dans le Sénégal et dans le culte Congo-Ibu. Donc, les 3 tambours vont accompagner la reine du Congo qui vient toujours attachée avec un foulard rouge au niveau de sa hanche et qui va mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est là que la reine Congo va commencer à circuler dans des maisons, à circuler de gauche à droite, à circuler dans les rues, les festivités, le tambour. C'est vers ces périodes-là que ça se faisait. D'accord, très bien. Ok, c'est beaucoup d'informations. On va tout de suite faire une petite pause et on va revenir avec notre rubrique Check on est. À tout de suite. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Voici notre rubrique Cherchez qu'on est. Comme vous le savez, on va parler de quelque chose qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'apprendre, d'aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du vévet de Tijan ou du vévet de Jean Petro. Comme vous le savez, Jean Petro est un ancêtre divinisé. Cet ancêtre esclave marron. Donc quand on dit marron, on peut même plus dire esclave. Donc c'est un marron qui était originaire du royaume Congo, qui était un prêtre, un consécrateur. Donc c'était un prêtre, un Tumbavemba, de son vrai nom, Nevika Yakanga. Comme vous le savez, dans la spiritualité vaudou, on utilise des symboles pour représenter des divinités. Et les vévets sont des symboles qui attirent la présence, des symboles qui sont une porte, un lieu de passage des esprits. Et il est vrai que avec les années, les connaissances, la colonisation, le marronnage, on a vu plusieurs représentations de Tijan. Alors la première représentation de Tijan qu'on voit le plus souvent est celle-ci. Donc vous la voyez et vous remarquerez qu'elle ressemble exactement au vévet de Legba. Mais souvent, les gens disent que c'est Tijan. J'ai découvert un autre vévet de Tijan qui, pour moi, à mon humble avis, et on en parlera après la rubrique avec notre frère Moizoulou, est celle-ci. Vous regarderez cette oriflamme, donc ce symbole
Donc de la croix en forme de X avec le serpent qui monte avec le rond au-dessus. Il faut savoir quelque chose. Le rite Pétro est un rite qui est basé sur la dimension du feu. Il y a 4 forces cosmiques. Le rite Pétro est basé sur la dimension feu, la force cosmique du feu. C'est pour ça que son emblème est le rouge. Et c'est pour ça que le symbole, l'attribut du rite Pétro est le feu. Ce feu qui se consume, ce feu qui n'est pas forcément là pour faire du mal, ce feu qui sert à réchauffer, qui sert à éclairer, qui sert à préparer, à manger. Il y a énormément d'utilité à la chaleur, au feu. Et donc nous voyons le vévet de Jean Pétro à plusieurs dénominations, à plusieurs représentations. Pour moi, je vais en discuter avec le frère Moizoulou tout de suite. Je lui donne 7 représentations. Et on va voir tout de suite pourquoi. Aïe Bobo, c'était la rubrique Cherchez qu'on est. Aïe Bobo, nous voici de retour avec Minokan. Ce soir, c'est le rite Pétro. Et on reprend tout de suite avec Moizoulou. J'ai parlé dans Cherchez qu'on est du vévet de Jean Pétro. Et c'est vrai qu'on voit plein de vévets. On a vu le vévet de Legba qui ressemble au vévet de Jean Pétro ou de Tijan. Et pourquoi, pour moi, c'est le même vévet, c'est le vévet comme Legba, parce qu'on regarde les 4 arcanes. Les 4 arcanes qui représentent les 4 forces cosmiques. Ok ? Legba qui est le gardien des 4 portes. Nord, sud, est, ouest. Et quand on voit le vévet de Jean Pétro, on revoit ces 4 arcanes-là. On voit le bâton, oui, qui représente la chefferie, le chef, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'attire le plus dans le serpent représente quoi? Représente qui? Le serpent représente la connaissance. Et n'oubliez pas, il est le symbole du soleil. Chez les vaudouisants du royaume de Dahomey, le soleil, c'est Lissa. C'est Lissa. Et nous avons Dambala et Aïdawedo, qui sont les 2 serpents qui représentent la divinité solaire et lunaire. Dans le rite Pétro, notre force cosmique, c'est le feu. Ce feu qui se consume tel le soleil qui est l'astre, cette boule de feu qui se consume. Et le serpent que je vois dans ce vévet-là représente l'astre solaire. Nous voyons également les étoiles qui sont au nombre de... Donc il y en a 6 sur les côtés, 1 en haut et 4 en bas, ce qui fait 11. Pour moi, il représente bien Jean Pétro. Jean Pétro, pourquoi? Parce que c'est ce chef, c'est ce prêtre, c'est ce rassembleur qui ramène... Il y a 12 étoiles qui ramènent les constellations. C'est ce rassembleur qui a la connaissance. C'est ce rassembleur qui est la lumière du soleil. C'est ce rassembleur qui se consume, qui a cette force, la force du feu. Et il est très bien représenté par le serpent pour moi. Maintenant, quand on voit plus bas le vévet avec la canne qui est cassée, en haut, il y a cette sorte de rond qui a la forme un peu ovale d'un œuf qui est quadrillé. Elle peut correspondre à l'escorte de Jean Pétro. Vous savez, dans le rite Pétro, dans le vaudou haïtien, il n'y a pas que Tijan. Il y a Jean Boaké, il y a Jean Racine, il y a Jean Kanga. Il y a Jean Faro. Et toutes ces entités, tous ces gens, comme on dit, ce sont des esprits également combatifs, des esprits guerriers. Et vous voyez la forme ovale dans le vévet qui est quadrillé. Dans la spiritualité Yoruba, quand on voit le quadrillage, ce quadrillage-là, le même quadrillage que vous voyez dans le cœur du vévet de Dantor, le même quadrillage que vous voyez dans le symbole de Ogu, ça signifie l'armée, le rangement en bataille. Gardez ça à l'esprit. Dès que vous voyez le quadrillage, ça rappelle le rangement en bataille, l'armée. Donc, le vévet du bas, et on voit en haut le rond au-dessus du signe ovale, on voit le rond qui représente également le disque solaire qui est divisé en 4, les 4 forces cosmiques. Le deuxième peut correspondre soit à un Legba ou à Tijan.
mais moi je vois plus l'Egba dans le rite pétro, celui qu'on appelle l'Egba non pétro. Je reste sur le serpent. Maintenant, je demandais l'avis de Mwazoulou, parce que c'est vrai que Mwazoulou, vous avez beaucoup de symboles dans la spiritualité Congo. Tu parles souvent du soleil. La dernière fois que tu étais venu, tu avais parlé aussi du serpent. Et tu parles souvent des constellations. Je t'ai montré le VV avec le serpent qui monte avec une étoile au-dessus de sa tête et qui est entouré de 12 étoiles. Je sais que vous, je ne sais pas si vous représentez vos ancêtres divinisés par des symboles, mais est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à cela? Prime abord, vous voyez le principe d'abord du serpent, parce que c'est par là qu'il faut commencer dans ces VV-là. En soi, le VV au Congo, ma VV, ça veut dire les ailes. Les ailes, si l'on veut, quand on a des ailes, on a des capacités, on a des possibilités. C'est ce qui permet notamment, même quand on entre en transe, on voit là les danses au niveau des épaules, ce qui permet, qui imite certaines créatures. Les ailes qui permettent aussi d'évoler. Donc on vous donne la carte du monde à possibilités d'évoler par vos propres ailes, d'aller par vous-même, d'une forme de liberté spirituelle. Et deuxièmement, je disais, il y a le serpent, parce que le serpent représente, si vous voulez, notre culture, notre image culturelle est régie par les serpents Mbumbaloa. Il est le créateur solaire. Raison pourquoi on voit en premier le soleil, parce que notre système solaire, quand on parle des systèmes solaires, donc notre culture, notre organisation sociétale ici sur Terre est régie par Mbumbaloa. Or, Mbumba est le principe, la connexion de deux éléments, de l'eau et du feu. Parce que Mbu, c'est l'eau, Mba, c'est le feu. Et ces feux-là que l'on voit, c'est le feu qui s'allumait notamment dans la cour royale. Ce feu-là ne devait jamais s'éteindre. Le jour où le feu-là s'éteint, c'est-à-dire le roi disparaît. Or, le roi, il est la personnification, si l'on veut, de la culture en soi du peuple. C'est lui qui porte les valeurs, contrairement à la fonction politique et du pouvoir à l'occidental, d'où l'on domine, on impose. Mais dans la fonction politique africaine, c'est-à-dire on est l'expression ou les garants des valeurs, de principes incarnés par tout le monde, l'expression humaine de notre culture. Et c'est ça qui représente Nimbumbalo, ces serpents, qui en soi est l'expression, comme je disais, de notre culture, parce qu'on dit tout est parti de lui, l'ancêtre mythique du peuple Congo, c'est celui-là. Donc on commence par lui et il rentre dans la sphère du Mba, le feu solaire qui en soi, dont on sait que la personnification animale, ne partant pas du créateur Mbumbaloa, la personnification animale, comme je disais, c'est les léopards. Parce que dans le principe du seigneur Mata, le seigneur Mata Makongo, c'est, si vous voulez, les armes à feu. Le principe des armes à feu. Vous verrez que les Occidentaux, quand ils sont arrivés au Congo, ils se plaignaient auprès de leur roi en disant que ces Congos-là, ils nous volent nos armes à feu et quand ils rentrent dans la forêt, ils en sortent avec les mêmes armes, plusieurs. C'est-à-dire qu'on savait comment maîtriser le principe du feu. Et en partant notamment de l'expression de ces VV, on voit, comme je le disais, le seigneur Mata, on dit qu'il frappe les léopards la première fois. Il frappe les léopards la deuxième fois et le Tout-Puissant créa l'univers tel qu'il existe. Donc pour que Nimbumbaloa puisse créer, on vient avec les léopards. Quand on frappe une fois, on frappe deux fois sur les léopards et le monde est créé. Donc la personnification animale du soleil, c'est les léopards. Ce qui démontre le rite des Mambela. Et le rite Pétro, je disais qu'il est considéré comme des rites guerriers. L'alignement de quadrillage que vous expliquez, c'est les gris condés. Les gris condés, c'est la capacité de tout faire. Toutes les possibilités existantes sur Terre. Les gris condés, hein, tu dis. Voilà, ce sont ces quadrillages-là que l'on voit. C'est toutes les possibilités existantes sur Terre. Donc, sachez que dans la vie, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a une possibilité. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous a amené là. Dans n'importe quelle situation de la vie, c'est-à-dire parce que l'on sait qu'en vous, il y a la capacité de surmonter cette difficulté. Donc, à aucun moment, vous ne devez baisser le bras. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'initiation des Mambela.
Quand on vous laisse, par exemple, seul dans une forêt, vous êtes seul face à vous-même. Et les créatures qui sont là ne comprennent pas nos langages, y compris les léopards, y compris les serpents, les éléphants qu'on peut voir. Mais vous devez trouver en vous cette substance-là, et vous l'avez, qui vous permettra notamment de sortir vivant de cette situation. Donc, c'est les grilles condés, c'est cet alignement ou cette disposition de toutes les capacités, de toutes les voies et les issues qui permettent à s'en sortir de toute situation donnée. Donc, il est l'expression en soi, si l'on veut, notamment de ces rassemblements autour du feu. Quand on se rassemble, Tout à fait. comme nous tous dans la nature nous a toujours enseigné. Nous tous, comme le faisaient nos ancêtres envoyés autour du feu, en cercle, d'où tout le monde s'asseyait et on parlait, on transmettait la connaissance, c'est ce que l'on voit, parce que tout le monde est sous le feu. Le soleil qui est là, c'est ces mêmes feux-là, les mbas qu'on a mis comme ça, notamment en bas autour de nous, et nous sommes autour. Donc c'est cet élément-là qui, je pense, parce que Tijan, dans le vaudou haïtien, je sais qu'il est considéré comme l'un des esprits solaires par excellence. C'est pourquoi on voit que son VV ressemble à peu près à celui des Legba, parce que ils sont considérés comme les esprits solaires par excellence. À la différence près est que Tijan est dans l'école, si l'on veut, ou dans la classe des Zogu, c'est-à-dire des guerriers par excellence, de ceux qui ouvrent la porte par le combat. Pas parce qu'il a des clés entre ses mains comme Legba, mais parce qu'il sait se battre pour ouvrir ses portes. Aïe Bobo, belle interprétation. On va parler maintenant du rite Pétro dans son utilité. C'est vrai que tu as parlé du Lemba, et on va parler du rite Pétro dans son utilité. Le rite Pétro, aujourd'hui beaucoup le considèrent un rite d'attaque ou souvent tout simplement culturel. On aime danser le Pétro, on aime chanter le Pétro, on aime aller dans les cérémonies Pétro parce qu'on aime l'énergie qui se dégage. On est au mois de juin, on va arriver au début de cette longue période où on va voir de partout des cérémonies pour Dantor, des cérémonies pour Ogu, des cérémonies pour Tijan surtout, pour Jean Pétro et toutes les escortes du rite Pétro, les escortes Zandor, les escortes Anmine, les escortes Kita également. On va avoir tout cela. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on fasse un point sur le rite Pétro tel qu'il est articulé dans le vaudou haïtien. Dans le vaudou haïtien, le rite Pétro, c'est les chants, ce sont les danses. Mais on ne comprend pas pourquoi. Dans la pratique, on sait que les gens pensent que le rite Pétro, c'est faire du mal, c'est la magie noire, c'est les poudres, c'est les poisons, etc., etc. Mais ils ne comprennent pas spirituellement qu'est-ce que le rite Pétro. Et c'est de ça que j'aimerais que tu parles avec nous spirituellement. J'aimerais juste d'abord faire un point avant de laisser la parole. Je l'ai dit dans une précédente émission. Qu'est-ce que prier? Prier, c'est élever son âme. C'est élever son esprit. C'est ça la prière. On peut prier à travers les paroles, on peut prier à travers les chants, on peut prier à travers les danses. C'est une manière d'élever notre âme. Lorsque dans une cérémonie, vous chantez, vous dansez pour une entité, pour une divinité, vous êtes en train de prier parce que vous êtes en train de transcender, vous êtes en train d'élever votre âme, d'élever votre esprit. Vous arrivez à une autre fréquence vibratoire. Et quand on est dans le rite Pétro et qu'on prie dans le rite Pétro, qu'est-ce qui se passe? L'énergie du rite Pétro commence à se lever. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça galvanise. Ça galvanise la foule, ça galvanise les gens qui sont là. On se sent galvanisé afin de retirer cette essence Pétro ou du moins d'éveiller cette essence Pétro en nous. On ne comprend pas ce qu'est le rite Pétro. Malheureusement, on ne comprend pas ce qu'est le rite Pétro. Lorsque vous êtes dans une cérémonie Pétro, lorsque vous êtes quelque part et qu'on commence à jouer les tambours, à chanter du Pétro, on doit saisir cet instant-là pour se fortifier, pour se recharger en Pétro. Si on peut parler du Pétro comme un carburant. Le Pétro, c'est quoi? Le Pétro, c'est la combativité. C'est la protection, la force de volonté, la non-résignation, l'acharnement. L'espoir, la force. C'est ça le Pétro. Quand on est dans une cérémonie et qu'on commence à chanter « Jean, mes couteaux, mes poignards »,
Ben flaré les wayo, j'en acheté aux gens payés, j'en acheté aux gens payés. Ben flamandé a pas si c'est vrai. Tijan allo allo, Tijan allo allo, yo poko connaît moins. Eh ben tous ces chants-là, ça nous galvanise. On se sent plus fort, on peut venir dans une cérémonie, on est complètement abattu. Mais quand on sent l'énergie, eh ben ça réveille en nous cette fibre de combattant, ça réveille en nous cet ADN de guerrier, cet ADN de combattant, cet ADN de se dire on ne se résigne pas, on continue, on y croit, on va s'en sortir, on va aller jusqu'à la mort. Et même après la mort, on va continuer d'y aller. Eh ben c'est tout ça le rite Pétro. Le rite Pétro, c'est profiter de cette énergie pour demander aussi aux divinités, à tous ces ancêtres divinisés, protège-moi. Guide-moi, on a parlé du feu. Le feu n'est pas là que pour faire à manger. Le feu est là pour nous éclairer. Ça éclaire notre chemin. Eh ben, on dit, guide-moi. Protège-moi. Le feu est là pour se protéger. Le feu est là aussi pour vous fortifier. Tout à l'heure, le frère a parlé des mains, comme ça. Lui, c'est un Tumba Vemba, il peut dire tout ce qu'il veut. Pas moi. Donc, je ne vais pas tout vous dire. Mais sur les mains, vous avez quelque chose. Et c'est pour ça que quand on fait le feu, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On passe les mains et on se membre. Et puis souvent, on passe les pieds ou on enjambe ou on marche sur le feu. Vous croyez que c'est juste pour le folklore ? J'ai trop parlé, j'arrête de parler. Je laisse la place à moi, Zoulou. Vas-y. C'était, il fallait que je... Non, tu peux faire un complément sur quelle est l'utilité du rite Pétro. Ah oui, c'était ça le fondamental. Bon, il faut comprendre déjà, commençons par la cellule souche. Vous voyez, on voit le feu du rite Pétro. C'est le feu qu'on donne au nouveau couple de mariés. Ce feu-là ne doit jamais s'éteindre. C'est ça qui galvanise la vie dans le couple. C'est le feu qui nourrit la famille physiquement, c'est-à-dire le feu culinaire qui doit toujours continuer à s'allumer si l'on veut garder l'équilibre mental, physique et la croissance des enfants qui vont y naître, même de soi-même. Et c'est pareil en partant de là jusqu'à ce qu'on aille au-delà. Vous voyez, les sociétés africaines étaient souvent des sociétés agricoles. À la dimension royale qu'il y a dans le rite Pétro, c'est là où je parlais du principe du léopard. Mais à la dimension populaire qu'il y a dans le rite Pétro, c'est le taureau. Et l'on connaît la participation du taureau ou de l'énergie du taureau quand il s'est agi des travaux agricoles. Donc, il y a une force là à exploiter. Il y a une énergie à mettre en place lorsque l'on veut, notamment, si vous voulez, créer une puissance économique dans un État. Ça, c'est le fondamental, c'est vraiment le principe d'abord dans le rite Pétro. Il y a dans le rite Pétro une deuxième dimension, au-delà, ou un deuxième métier. Quand vous quittez l'agriculture, il y a, par exemple, ce qu'on parle aujourd'hui, on entend par la pâtisserie, qui est combinée avec le métier de boulanger. Vous voyez le pain qu'on fait tout le jour, c'est là où je vous parlais du pain de Mambela, le pain de Malemba. Donc, c'est pain de la vie, le pain qui fortifie, qui en quelque sorte donne à l'homme et à la personne ou à la femme qui prend ces pains-là l'énergie d'aller jusqu'au bout de ce qu'il doit faire. J'ai dit bien jusqu'au bout. Quand on est dans le principe du Lemba, on n'abandonne jamais. C'est une conception qui n'existe pas. Donc, dans la réalité de nos vies actuelles, il y a des défis et des challenges qu'il faut relever. Et sur l'alignement du rite Pétro, on est sûr d'aller jusqu'au bout dans sa deuxième branche de métier, donc à part l'agriculture. D'où c'est parce que c'est dans l'agriculture qu'on apprend maintenant le mystère de feuilles, la connaissance de feuilles, qu'il en soit ainsi, et mais aussi tout ce qui va avec l'agriculture et tout ce qui dérive de l'agriculture. Et il y a ces côtés-là du pain de la vie, donc la boulangerie qui va fonctionner aujourd'hui, la pâtisserie qui va fonctionner. Il y a toujours une dimension économique, mais aussi une dimension de pouvoir intégrer cette notion d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est avec le pain que ça se passe. D'aller jusqu'au bout, de ne jamais abandonner. De toujours se souvenir de ce qu'on a à faire et d'accomplir. Et enfin, il y a un côté réparatrice. Et ces côtés réparateurs
vous le verrez notamment d'abord avec le cordonnier. Vous voyez, le cordonnier répare la chaussure. Tout à fait. Et c'est pareil avec cette autre dimension du rite Peto. C'est la réparation des lettres. C'est la réparation, si vous voulez, de la culture et de la société. Parce que c'est le Peto qui les font. C'est pourquoi beaucoup de gens ont créé, comment j'ose dire, trop de rumeurs autour de ces rites-là. Parce qu'il y a des choses que l'on ne rend pas publiques. Il y a que l'on ne voit pas. Tout à fait. Voilà, qui se font là où il y a les laboratoires, si j'ose dire, destinés à tout ça. Et ce sont ces préparations, ces exécutions qui parfois empêchent. Et puis, vous savez, la vie, on a besoin de la chaleur dans la vie. Sans le soleil, il n'y a point de vie. Sans la chaleur, rien ne se passe. Sans cet état d'esprit que tu as soulevé, de la galvanisation. Comment on arrive à créer de la joie, à créer de la vie, de l'enthousiasme chez des gens, chez des jeunes qui veulent aller dans tel concours ou dans ceci, au milieu de la foule. Parce que le rite Peto, c'est d'abord populaire. Et dans la cour royale, on voyait tous ces 3 ponts étaient mis là, dans la cour royale, et tous ces 3 feux, ou tous ces 3 branches autour du feu, d'où tout le monde se réunissait et venait exécuter notamment ces rites qui soient à une dimension en tant que guerrier, à une dimension en tant que roi et à une dimension populaire de galvaniser la foule. Donc on voit nécessairement, les rites Peto, c'est le soleil qui nous fait vivre. C'est la chaleur qui nous fait vivre. C'est la chaleur même joviale d'une journée. Comment on se réveille dans une journée pour éviter la distance, pour éviter le froid, pour éviter, comment vous appelez ça, la méfiance, enlever la méfiance, la culture de la méfiance. C'est-à-dire c'est la joie de vivre, en un mot. Et la joie de vivre est alimentée dans une société. Parce que les malheurs, les désolations, les tristesses sont créées par ce mécanisme-là. Mais l'enthousiasme, l'engouement, mais il faut savoir que l'engouement du feu peut aussi être l'autre revers des choses. Par exemple, lorsqu'on regarde malheureusement le volcan Nyiragongo, qui vient de souffler en République démocratique du Congo à l'est et qui continue, vous voyez, c'est la personnification même de ces feux-là autour de nous. Parce que dans ces feux-là, c'est justement la femme du Congo, la reine Congo, qui a été, si vous voulez, frustrée, qui a été déçu d'un comportement, d'une façon de faire, d'une exagération. C'est pourquoi ces règles ont coulé. C'est la lave du volcan là qui coule. Donc il faut apaiser cette dame du Congo, l'incarnation de cet esprit. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de chercher, tout ça. Mais vous avez vu, ça créer de l'engouement, ça créer de la panique. La foule, des millions et des milliers de personnes se sont déplacées, sont en mouvement. Il y a une sorte d'engouement. Mais l'engouement, parce qu'il y a une tristesse, parce qu'il y a une désolation, c'est la loi de la nature. Donc il y a ces côtés-là qui parfois attristent les gens dans ce qui est Peto. Mais c'est la joie de vivre. C'est pourquoi vous verrez, je disais que la reine Congo, quand elle empruntait les rues du royaume Congo, il y avait ces 3 tambours, parce que c'est la danse. On ne rentre jamais en combat, en guerre en Afrique sans la danse, sans les cris des joies. C'est pourquoi vous voyez, quand vous regardez par exemple chez les Zoulous qui les gardent jusqu'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des chants. Dans tous les pays africains, partout il y a le peuple noir. Quand il y a un soulèvement, il y a une mobilisation, et il y a l'accompagnement d'un grand leader, d'un grand chef, ou un soulèvement, ou une manifestation, on entonne toujours des chants de guerre, des chants d'allégresse, de joie, parce que c'est à travers ça que l'énergie monte. Que l'énergie monte. Et c'est ça les rites Peto. C'est ça la nécessité, notamment dans nos vies quotidiennes, dans notre quotidien aujourd'hui, de construire ces aspects économiques et financiers à travers ces métiers que j'ai dit. La chaleur de vivre dans un couple, dans une famille, dans la nation. La joie de vivre. Ce sont ces gens-là qui, consacrés, avaient l'habitude de créer la joie de vivre. Vous vous réveillez un bon matin, vous sentez que vous avez de la joie, qu'il y a de l'enthousiasme dans le quartier. Une fois j'étais en République dominicaine, c'était une différence fondamentale entre quand on est dans le bus en République dominicaine et quand on est dans des bus ou dans des métros en Occident. Quand on est dans des métros, dans des bus en Occident, personne ne parle à l'autre. Personne ne rigole. Les gens ne s'échangent pas. Mais lorsque j'étais par exemple en Haïti, Dakar et en République dominicaine, vous rentrez dans un bus, tout le monde se parle, mais comme s'ils se connaissaient. Tout le monde se raconte des histoires et tout le monde éclate des rires, la joie de vivre. Cette joie de vivre-là est, si vous voulez, déclenchée par certains qui ont la connaissance de ces mécanismes-là du monde spirituel et principalement dans les rites Peto. C'est pourquoi, lorsque le roi des Congo, Nevi Kayankanga,
exécutait cela, il envoyait dans le peuple la joie, l'énergie de vivre, l'ambiance, la gaieté. C'est pourquoi il incarnait notamment ces principes-là, parce que c'était la dimension royale, parce que c'est lui qui est considéré comme la personnification humaine du soleil dans un État. Voilà l'utilité de ces rites-là, parce que ça doit accompagner les dirigeants actuels. Parce que nos dirigeants actuels, qui ont épousé par exemple la franc-maçonnerie, ont créé la froideur de l'Occident dans nos vies, la tristesse et la désolation. Et il faut changer ces choses-là. Parce que nous sommes des climats tempérés. Nous sommes dans la joie du soleil. Nous sommes dans l'énergie vibratoire de ces choses-là. Et le rite pétro doit revenir, notamment dans cet ordre-là, pour recréer cette dimension de la popularité, de ce qui est guerrier. Parce que nous devons nous lever. Nous devons combattre face aux challenges de la vie. Et cela est nourri notamment par ces rites-là. D'accord. Selon toi, je vais faire tout de suite le lien. Selon toi, frère Mazoulou, quand on parle de pétro, on parle également de magie. Tout à l'heure, tu as parlé du pouvoir des feuilles, des poudres, etc. Et c'est vrai qu'en Haïti, on a aussi cela. Et les gens voient tout de suite cela d'un œil maléfique. Et c'est vrai que le pétro, c'est pas le mal à la base, c'est la protection. Comment vous, dans la spiritualité Congo, vous gérez ça en fait? Est-ce que vraiment c'est secret ou est-ce que tout le monde sait que dans la spiritualité Congo, il y a cet art des feuilles, le poison et tout ça? Comment vous articulez cette magie avec les feuilles, avec le rite pétro? Enfin, même si chez vous, vous n'appelez pas ça pétro. C'est ce qu'on voit souvent dans le vaudou haïtien, le paquet Congo. Aïe Bobo. Dans un paquet, ceux qui connaissent le Congo, on appelle ça sur le plan alimentaire liboké. Liboké. Voilà, c'est sur le plan alimentaire. C'est-à-dire qu'on prend par exemple le poisson et tout, on fait liboké, c'est-à-dire on fait des feuilles et on va cuire ça au feu. Vous ne pouvez savoir ce qu'il y a à l'intérieur que quand vous l'ouvrez. Comme ça, on vous dira c'est telle chose. Mais vous ne pouvez savoir ce qu'il y a à l'intérieur quand vous l'ouvrez. Et vous ne pouvez comprendre comment le préparer que quand vous allez vers ceux qui savent le faire. Il n'est pas possible de donner le pouvoir à tout le monde comme ça. Il n'est pas possible de donner la manipulation des énergies aussi puissantes à tout le monde comme ça. Qui va gérer les conséquences? Si les gens ne sont pas préparés, n'ont pas le cœur pur, parce que je disais cela, on peut bien vous faire rentrer dans ces rites-là, mais arriver là, on ne vous donnera pas parce que le cœur n'est pas pur. Il faut une forme de pureté. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont traîné dans la boue, les gens ont dit des bêtises sur moi et des faussetés. Mais je n'agis pas. Les gens m'ont pointé du doigt. Les gens m'ont fait beaucoup de tort. Je n'agis pas. Parce que mon cœur est pur. Sinon, avec ce que je sais, je peux punir sévèrement. Donc il a fallu que je sois préparé pour que j'en arrive là. Vous verrez, lorsque les gouvernants et les dirigeants punissent, c'est dans le respect des lois, de l'univers, de l'État, de la nation, des clans et ceci. Ce n'est que lorsque vous allez enfreindre la loi qu'on peut punir dans ces sens-là. Aux États-Unis d'Amérique, si vous faites du mal, c'est la chaise électrique. On va vous tuer. Tout le monde sait que la chaise électrique, c'est tuer quelqu'un. Personne ne dit que les Américains ont la sorcellerie. Tout à fait. On punit. Et les gens trouvent que c'est normal. Ça, pourtant, on dit que c'est une grande démocratie qui veille sur le respect des droits humains. Donc c'est pareil. On a eu une connaissance dans ce sens pour punir quand quelqu'un fait du mal, ou, comme on le disait tout à l'heure, la version guerrière. Nous sommes arrivés à un moment donné, lorsqu'on nous a tout pris. En Haïti, il fallait combattre. Nous allons combattre avec quoi? Il y avait nos mamans qui savaient préparer et qui étaient justement dans des maisons de ce qu'on appelait de maîtres. Il y avait de ceux qui préparaient la nourriture du maître. Alors, quelle arme il fallait utiliser? C'est l'arme secrète. Il fallait la manipulation de ces feuilles-là pour punir les criminels qui ont soumis notre peuple pendant près de 4 siècles et de 8 siècles d'esclavage. Il fallait détruire le méchant parce que leur cœur était impur. Ce n'est pas parce qu'ils étaient blancs, c'est parce qu'ils avaient un cœur impur. Et il fallait nettoyer ces choses. Alors, il fallait savoir comment combattre. On avait des feuilles, nuitamment. On avait d'autres mécanismes qu'il fallait utiliser. À quel moment une feuille ou une plante devient poison? Ce n'est pas nous qui l'avions créé. Ah oui. La nature l'a créé ainsi. Si tu en touches, ça te punit ou ça te fait du mal. Alors, nous, du moment où on sait que je n'ai plus d'armes, je vais choisir la noblesse oblige. C'est-à-dire la façon la plus élégante
d'éliminer mon ennemi. Ce n'est pas de le faire souffrir comme on fait souffrir même le bétail. C'est-à-dire que je choisis la façon la plus douce. C'est ça le caractéristique aussi de Lemba. J'accompagne ta vie dans la façon la plus douce. Je t'aide, je ne te tue pas, mais je t'aide à rejoindre nos ancêtres de l'autre côté. Parce qu'ici sur Terre, tu deviens élément perturbateur. Donc c'est la sanction face à la loi. Alors on ne peut pas transmettre à tout le monde parce qu'il n'y a que des justiciers. Quand il faut saisir des biens dans la maison d'une personne, ce sont les huissiers qui passent. Toi, tu ne peux pas t'élever, tu dis que moi, Zoulou, à ma dette, je passe chez lui, j'ai saisi quelque chose. Tu dois aller vers ceux qui sont censés le faire. Tout à fait. Parce qu'ils ont la connaissance de la loi, ils peuvent disséquer entre ce qui est les conflits comme ça, les humeurs de gens, et entre ce qui est la violation de la loi. Évidemment, c'est pareil. Donc, ce sont des connaissances qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout un chacun comme ça. Ce sont des choses qu'il faut préparer des gens pour les avoir. Et les gens ne peuvent pas l'utiliser comme c'est devenu aujourd'hui, parce que la boussole morale est tombée. C'est devenu ce que tu décriais tout à l'heure. Prends ma femme, prends l'homme de ceci, prends ceci, je vais te combattre pour que je prenne ta place à la présentation de l'émission, je veux faire ceci pour que j'aille de l'avant. On parle trop de celui-là, moi, c'est moi qui devais apparaître notamment devant les écrans. Pourquoi celui-là? Voilà. Tout ça émane de quoi? Le cœur n'est pas pur. Le cœur n'est pas pur. Si le cœur était pur, ma réaction ne serait pas ainsi. Donc il faut cette purification avant de donner à quelqu'un un pouvoir quelconque. Une capacité, notamment de décider du destin des autres. Parce que c'est ça qui se passe. C'est la décision du destin de l'autre. On décide qu'on va écourter ton séjour ici, ou on l'éloigne. Ou on peut aussi modifier ces destins-là dans le sens, vous étiez malade, sérieusement malade, mourant. Et tout le monde savait que c'était déjà arrêté. Mais ceux qui ont le secret de modifier les forces du destin, les forces de la destinée, ceux qui contrôlent, qui deviennent ce qu'on appelle le maître du destin, ou maîtresse des destins, eux peuvent modifier cela, vous ramener à la vie grâce simplement aux feuilles. Donc, ce n'est pas aussi comme ça qu'on peut donner à tout le monde. Sinon, tout le monde ira, tout un chacun ira, à toi, tu ne peux pas partir, on va te ramener à la vie, on va faire ceci. Oui. Voilà. Donc il y a des inverser décisions. la course du soleil, comme on dit. Voilà. Donc il y a des décisions qui se passent dans ce sens-là et il faut savoir contrôler ces choses-là. Et savoir à qui le donner, préparer les gens pour ça, parce que la vocation première, c'est être utile à la société, à la communauté. Lorsqu'on est, nous, on s'arrête, parce que nous tous, nous sommes limités en tant qu'humains, mais il y a de ceux qui sont illimités. D'ailleurs, les esprits du Pétro, ces esprits Congo qui sont mis là, parce que en réalité, ce sont des esprits Congo qui ont de la chaleur, qui sont puissants. Tout à fait. Et eux, ils ne connaissent pas des limites, ils n'ont pas des limites. Chez eux, il n'y a pas de limite. Ils vont partout. Il n'y a pas là où tu peux leur dire ici, il ne peut pas rentrer. Non, c'est impossible. Eux, ils vont partout. Ils traversent tout ce qu'il faut traverser. Raison pourquoi même Boukman avait traversé certaines choses pour en arriver à déclencher ce qui s'est déclenché en Haïti. Donc il fallait traverser. C'est pourquoi les vaudous haïtiens, comme je l'expliquais la dernière fois, a traversé les tribunaux des ancêtres. Parce que quand vous allez au Dahomey, vous allez au Togo, vous allez à ça, il y a d'abord le tribunal des ancêtres qui intervient avant d'interpeller les lois. Or, dans le vaudou haïtien, il n'y a plus de tribunal d'ancêtres. Bien ou mal, nous on va là-bas parce qu'il y a une nécessité. Nous étions déracinés de notre... À condition d'avoir le cœur pur aussi. Il faut avoir le cœur pur. Parce que ceux qui l'ont fait, regardez la différence des Boukman d'hier et de ceux qui font aujourd'hui. Ah oui, ils avaient le cœur pur avant. Ils avaient le cœur pur parce qu'il fallait libérer les autres. Il fallait rétablir l'ordre établi selon la création. Est-ce que les divins nous a-t-il créés pour être soumis face aux autres qui nous ressemblent? Est-ce que devons-nous payer le prix? Est-ce que sommes-nous nés esclaves? C'est faux toutes ces histoires-là. Est-ce que les hommes et les femmes sont nés esclaves? Non. D'ailleurs, je trouve inacceptable ceux qui disent, ceux de la diaspora historique de la Martinique, Guadeloupe, Haïti et autres, qui disent que nous sommes les descendants d'esclaves. C'est une fausseté historique. Ce sont des descendants des hommes et des femmes libres qui, à un moment donné de leur vie, ont été soumis en cette... Pendant qu'il y avait de ceux qui étaient soumis, qui acceptaient, il y avait de ceux qui combattaient de l'autre côté. Ceux-là n'étaient pas des esclaves, en tout état des causes. D'ailleurs, ils n'ont pas traversé cette épreuve-là. Parce que dès la première minute, ils se sont retirés. Zumbi, qui a donné naissance au premier état au Brésil, Zumbi ne s'est pas soumis. Du moment où, depuis les débuts jusqu'à la fin, il a refusé l'autorité coloniale du Portugal. Et il a combattu jusqu'à la fin. Donc, c'est une fausseté historique de dire ainsi. Donc, il y a eu une traversée d'une étape
vous avez traversé, vous ne dites pas que moi je suis enfant. Vous ne dites pas que je suis adolescent. Vous avez traversé votre étape ou période d'enfance, d'adolescence, et vous grandissez, vous êtes adulte. Vous vous affichez par rapport au statut que vous avez. Nos ancêtres sont nés libres. À un moment donné, ils ont traversé cette difficulté parce que leur descendance, vous n'êtes pas les descendants de gens qui sont nés en 1800. Vos ancêtres font partie des 1700, de 1500, de 1400, de 1300, de 1200. C'est le fil de la famille qui continue. En 1200, vos ancêtres n'étaient pas soumis. Pourquoi tu ne te réfères pas à ton ancêtre de 1200? Tu te réfères à celui de 1700. C'est une sorte d'aliénation aussi. Voilà, hein. c'est cette aliénation qu'il faut quitter et comprendre réellement qui nous sommes. Et le rite Petro, c'est cette énergie-là qui d'ailleurs aujourd'hui doit régir la sphère politique, civile, de nos pays, partout où nous sommes. C'est là où nous parlons du principe des Luyalu. Et c'est là où le Lemba intervient. Parce que le rite est devenu Petro. Parce que Vita Nkanga a été divinisé. Et c'est à lui qu'on donne cette responsabilité. Mais c'était du Lemba, avec, notamment à un moment utilisé avec sa corne. D'accord. Mais c'était du Lemba qu'il pratiquait. Donc, il faut que, comme je le disais la fois dernière, que cela devienne notamment le socle de la continuité des affaires et de ce qui conduit notre politique. Raison pourquoi nous, dans le combat que nous menons, d'ailleurs, dès le départ, nous étions définis comme des Yakankou de marron, pour refuser la soumission, toute forme de soumission et d'aliénation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler conséquemment pour que, dans les jours à venir, ceux qui auront cette conscience politique, civile et morale puissent conquérir le pouvoir étatique et défaire progressivement l'autorité et le pouvoir installé par l'Occident à travers ces différents mécanismes qu'ils ont mis pour soumettre notamment l'Afrique et son peuple et sa diaspora. D'accord, merci Mwazoulou. Et je vais juste rajouter, enfin conclure en disant que, en fait, quand on écoute tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, on se rend compte que le rite Petro est un hommage. Je ne vais pas employer ce terme, mais c'est comme ça qu'on le définit aujourd'hui. C'est un hommage à l'Afrique. Tout à fait. C'est un hommage à l'Afrique. C'est un hommage à Nevi Kayakanga. C'est un hommage à Jean-Philippe Dompèdre. C'est un hommage à Jean Petro, donc Nevi Kayakanga, qui a été divinisé, qu'on appelle aujourd'hui le loi Jean Petro. C'est un hommage à lui. C'est un hommage à ce léopard qui a rejoint le soleil et qui nous guide. C'est un hommage également au rite Lemba, le rite Petro. Et je veux que, après cette émission, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous puissions comprendre le rite Petro d'une manière spirituelle, d'une manière historique, à travers tout ce qu'on a appris, le vrai nom de Jean-Philippe Pedro, à travers ce que pratiquait, quelle était la spiritualité de base de Nevi Kayakanga, à travers de l'idéologie du Lemba, comment le Lemba opérait. Et le Lemba était, d'après ce que j'ai compris, le Lemba était le ciment. C'est le ciment. Le ciment du peuple. On ne peut pas avancer en tant que communauté, on ne peut pas avancer en tant que frères et sœurs sans le Lemba, sans cette unité. Et cette unité, c'est cet exemple que Nevi Kayakanga nous a montré. Ça veut dire déjà oublier, faire tomber les barrières des différences, faire tomber les barrières de toi tu viens Sénégal, toi tu es Dahomey, toi tu es Congo, toi tu es ceci, tu es cela. Et surtout, si je peux conclure en une phrase, je peux dire que le rite Congo est l'équilibre de la vie. Le rite Petro est l'équilibre de la vie. L'équilibre de la vie, c'est l'équilibre parce que c'est le soleil de la terre, tel qu'on est là fait. sous le soleil. Et sur la terre, il y a ces soleils-là qui nous rassemblent en quelque sorte. C'est pourquoi vous voyez au-delà de moi, Zulu Diabanza, comme on disait la dernière fois, c'est Siwalemba. Parce que là, quand je suis dans ces affaires-là, c'est Siwalemba. Donc je suis vraiment dans l'optique d'aller dans ce sens, parce que ce n'est qu'avec ça qu'il y a cette disponibilité-là vis-à-vis du peuple, qu'il faut donner ses valeurs morales, civiles et civiques, et lui apprendre à exercer ses droits, tant civils, civiques et politiques. C'est d'ailleurs ce que l'Occident a cassé. L'Occident l'a cassé. C'est pourquoi l'homme avait à un moment donné, l'homme et la femme sortis d'Afrique avaient renoncé à leurs droits, à leur existence vraie. Et on voit aujourd'hui, par exemple, dans l'état civil, vous voyez, il y a votre statut. Et ces statuts-là, c'est ce qu'on a perdu parce que dans ces statuts-là, il y a le nom. Donc nous n'avons aucune civilité. Du fait que le nom qu'on nous a prêté ne sont pas nos noms. Donc notre état civil n'est plus ce qu'il devait être. Si notre état civil n'est plus ce qu'il devait être, nos droits ne sont plus réclamés. Parce que une personne ne peut réclamer les droits
qu'en ayant un statut. Quand je suis, moi, Zoulou, je sais qui je suis, je sais quels sont mes droits et mes devoirs. Tout à fait. C'est à partant d'abord du nom. Et l'Occident, ton en objectif, ta dépouillant mission. la personne de ça, il nous a donné ses droits à lui, Oui. qu'il faut réclamer. Or, ces droits-là, peut-être, ne sont pas les plus importants et les plus fondamentaux. Mais le monde est devenu tel qu'il est devenu aujourd'hui. Il faut que les Lemba redeviennent ces ciments. Là où il y a la substance, si vous voulez, politique et civile, les louyalou, qui va notamment changer le suc politique de nos États et de nos pays. Parce que c'est là qu'il faut aller pour la source vraie de l'inspiration et créer cette gaieté, cette joie, cet enthousiasme, cette vibration qui fait vivre nos États. Il faut voir la preuve, ceux qui sont allés en Haïti, il suffit simplement de sortir de l'aéroport, on sent qu'il y a une vie ici, qu'il y a une énergie ici, là, qui circule. Donc, il y a ça là, et le Lemba, c'est le ciment. Il faut répartir sur ces principes-là. Il faut répartir là, parce que dans les Lemba maintenant, les rites pratiqués, parce qu'il y a 5 principes dans ça là. Et parmi ceux-là, ça nous emmène à des rites qui sont pratiqués. Et parmi ces rites-là, il y a notamment ce qui est devenu les rites pétro. C'est-à-dire que c'est spécifique. La pratique de ces rites-là est spécifique parmi les rites qui sont pratiqués dans les Lemba. Et quand vous pratiquez, c'est celui-là que lui, il pratiquait. Donc, un jour, quand on entrera vraiment dans la composition et le fonctionnement du Lemba, on pourra voir la souche vraie, la racine de ce qu'en est le rite pétro. Comment ça s'est pratiqué dans la cour, comment ça s'est faisait, cette partie-là du Lemba, et comment on allait. Parce que vous voyez, quand vous rentrez dans les Lemba, on a les Lemba, on a les Lembo, on a les Lembi, on a les Lembe et on a les Lembu. Les Lembi, c'est comme une forme de divinité qui vit dans l'eau. D'accord. C'est les Lembi. Les Lembo, c'est le mystère du doigt, votre doigt. C'est pourquoi en Afrique, il y a beaucoup qui parfois portent des bagues dans différents doigts ou soit tatouages dans deux doigts. C'est en fait, les Lembo, c'est ces mystères-là. Donc, dans les Lemba en soi, il y a tous ces principes-là. On commence par les Lemba, on a les Lembu, on a les Lembi, on a les Lembe, ce qui est déjà adouci. Ce qui est déjà, vous voyez, apaisé. On a les Lembu. Donc, ce sont ces principes-là, ces mystères qu'il y a dans les 5 principes du Lemba. Or, c'est parmi ces 5 principes-là qu'on retrouve le pétro. Bilulu. Tout ça pour vous dire qu'il faut apprendre, il faut redescendre à la source. Ne restez pas dans la mythologie. La mythologie, c'est quoi? La mythologie, c'est l'ensemble des mythes et des légendes propres à un peuple. Il y a la mythologie dans la culture, il y a de la mythologie dans l'histoire, il y a de la mythologie dans la religion. Même dans nos croyances, il y a des mythes, des choses qui sont juste légendaires, des choses qu'on a mis juste pour maquiller, pour habiller une croyance. Et aujourd'hui, on a parlé du rite Pétro, on a parlé de Jean Pétro, on a parlé de Jean-Philippe Dompèdre, on a parlé de Nevikaya Kanga. Tout cela pour sortir de la mythologie de Saint Jean-Baptiste. Je vous en conjure. Sortez de cette mythologie. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne pourra pas, vous ne pourrez pas comprendre l'essence des rites si vous restez dans la mythologie. La mythologie sclérose l'intelligence. Parce que vous allez voir, vous allez faire votre petit hôtel, votre cérémonie pour Tijan, et vous allez mettre une photo d'un enfant avec un agneau. On sort complètement de l'essence, de l'énergie de Nevikaya Kanga. Et je ne pense pas, avec humilité je vous le dis, je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu nous léguer comme héritage. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe à côté de cet héritage. C'est pour ça qu'on entend des gens dire « Oui, à l'époque, dans l'habitation, ma grand-mère faisait ci, mon arrière-grand-père faisait ça, mon aïeux faisait ci, mes parents m'ont raconté qu'il y a de la roche était sorti un animal, on entendait des voix. » Aujourd'hui, plein de choses qui se passaient dans le temps ne se produisent plus. Énormément d'histoires qu'on nous a racontées, on n'en voit pas du tout les fruits aujourd'hui parce qu'on n'a plus cette énergie. On a la surface, on ne rentre plus en profondeur. Et pour entrer en profondeur, il faut sortir de la mythologie. La mythologie de nous dire Tijan, c'est le frère de Dantor, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est peut-être la divinité qu'on appelle Tijan et peut-être a peut-être un lien mystique avec Dantor.
Mais ce n'est pas le frère de Dantor. Parce que si vous comprenez qui est Nevi Kayakanga, si vous comprenez qui est Jean-Philippe Dompèdre, comment vous pouvez dire que c'est le frère de Dantor? Non, ça, ce sont des mythologies qu'on nous a données pour habiller une croyance. Si vous avez l'intelligence, si vous voulez rentrer dans la racine, il faut vous dénaturer, il faut vous déshabiller de toute mythologie pour comprendre l'essence du loi. Et à partir de demain, j'aimerais que vous écoutiez du Pétro d'une manière différente, avec une oreille différente, avec un cœur différent. Et que quand on va rentrer à partir du solstice d'été, qu'on puisse tous dire merci à Nevi Kayakanga. Je laisse s'il y a un mot de la fin, frère Mwazulu. Fraternelle salutation. Et je pense que de moments pareils, c'est les efforts communs. Nous sommes en train de mettre notre part dans ce qu'en est le feu qui doit allumer notamment cette renaissance de notre mère patrie, l'Afrique, et de notre peuple partout où nous sommes. Donc, je pense que le moment est-il plus que jamais venu où il faut réouvrir le port d'Ilemba et aller dans ce sens-là, parce que chacun doit retrouver, comme je disais, son lembo, c'est-à-dire son doigt. Je ne sais pas sur quel est le doigt sur lequel vous fonctionnez. Or, peut-être que ce n'est pas le vôtre. Et ces mystères-là, on ne le comprend que chez vous-même, dans votre porte, parce que les créateurs de ce que nous sommes, c'est pourquoi il en est ainsi, tout en restant sous la couverture de Mbumbalo, donc d'Ambalawedo, que l'on sait l'expression de notre culture, notamment le créateur de notre système solaire. D'accord. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Minokan. Vous pouvez me contacter pour la classe virtuelle pour apprendre les fondamentaux du vaudou au 07 53 90 92 10. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp, vous m'envoyez un petit message, je réponds toujours. Et si vous souhaitez un accompagnement spirituel, vous pouvez me joindre à ce même numéro. Je remercie le frère Mwazulu, c'est toujours un plaisir de t'entendre et d'apprendre. Moi aussi, j'apprends. J'ai l'impression que je dois me faire initier au Lemba. Je sais pas pourquoi. En tout cas, Ali Bobo et surtout Bilolo à tous nos frères Congo, et surtout merci à tous nos frères Congo d'avoir été résistants, de ne pas s'être résignés au-delà des siècles, au-delà des millénaires, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes, et si nous pouvons dire Bilolo, c'est grâce à eux, c'est grâce à Nevi Kayakanga, c'est grâce à tous ces rois des Tumba Vemba, c'est grâce à tous ces ancêtres qui nous ont accompagnés et qui continuent à nous guider comme le soleil. Bilolo, à bientôt dans 2 semaines avec une nouvelle émission de Minokan.